Bien sûr, c'est une mitzvah d'étudier ça. Où c'est écrit, c'est quoi le passouk? Pardon? Il y a pas qui moulait dans la Torah. C'est Michel était là, Michel dit là. Non, on n'est pas bon, t'as là, ça est gros pour les. Non, je parle pas du Tana, c'est le Chumash ça. Oui, mais regarde. Oui, il est là. Quand t'es pas là. C'est moi, Où est-ce que c'est écrit que c'est une mitzvah d'étudier l'histoire juive? Hein? C'est varié. Zechor yemot olam, binu shnot dor vador, she'al avicha ve'yagetcha, zekenecha v'yom bulach. Vous connaissez ce passouk? Eh bien, il faut regarder le passouk dans Dvarim, en effet. Zechor yemot olam, c'est-à-dire souviens-toi. Zechor yemot olam, des jours passés. Souviens-toi des jours passés. Binu shnot dor vador. Binu shnot dor vador, ça veut dire lehavin. Lehavin, ça veut dire comprendre. Non seulement il faut connaître, Zechor, mais il faut également comprendre. C'est la raison pour laquelle apparemment c'est une mitzvah, c'est que l'histoire juive c'est une manifestation de l'Ashgacha. Oui, donc il y a plusieurs manifestations de l'Ashgacha dans le monde. Il y a, je sais pas, la nature, par exemple, il y a des gens qui voient l'Ashgacha, qui voient la main d'Hachem dans le fait que le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Et qui voient à travers ça Marabou Marasecha Hachem, etc. Tu peux voir la Ashgachat Hachem dans l'étude de Gemara ou l'étude de Chumash, enfin, de voir à quel point un livre peut être à ce point étudié pendant des siècles sans jamais donner complètement tout ce qu'il renferme comme secret. Tu peux voir là-bas la Ashgachat Hachem. Et puis il y a une troisième manière de voir la Ashgachat, c'est dans l'histoire, en particulier dans l'histoire juive. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Zechor yemot olam. Rappelle-toi, il y a une mitzvah de se rappeler des jours passés, donc d'étudier l'histoire, ou binush ton davador, pas seulement de la connaître, mais également de la comprendre. D'ailleurs, la fin du pasuk c'est Sh'al avicha ve'yagetcha zekenecha ve'yom bulach. Demande à ton père, ve'yagetcha, il te racontera, agada, il te racontera. Donc, et zekenecha à tes anciens, ve'yom bulach, ils te diront. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux mitzvot et deux adresses. Zechor yemot olam, pour te rappeler de ce qui s'est passé. Shal avicha ve'yagetcha. Demande à ton père, il va te raconter, parce que le père, il a la mémoire de ce qui lui est arrivé, donc il va te raconter ce que lui est arrivé, ce que son père à lui a raconté, etc. Et comme ça, tu connaîtras l'histoire. Alors, si tu veux vraiment comprendre, tous les papas ne sont pas obligatoirement des Talmidei Chachamim qui puissent comprendre comment est-ce que cette histoire fait avancer le projet de la Géoula. Donc, si tu veux comprendre comment est-ce que ça marche, eh bien, il faut demander à ce moment-là pour Binush Not Dovador, pour essayer de comprendre la Havin. La Havin, c'est la Havin Davar Mitor Davar. C'est de quelque chose, tu peux essayer de comprendre autre chose. Donc, si tu veux avoir cette connaissance-là, approfondie, Zekenecha Veyom Bulach, ça il faut demander à tes anciens, dans le Deo Chachamim, Veyom Bulach, et ceux qui te diront qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire. Vous voyez que c'est pas une faible histoire de raconter l'histoire. C'est une grande histoire. C'est écrit où ça? Pardon? C'est écrit où ça? Donne-moi un fromage, toi. Josué, c'est moyen. Alors, c'est dans Dvarim. Alors, Perek, pour ceux qui veulent la référence, Dvarim Perek Lamed Bet, Pasuk Zain. Ok? Lamed Bet, dans le Parashat Azinu, Zechor yemot olam, Binu shnot dovador, Sh'al avicha ve'yagetcha zekenecha ve'yom bulach. En plus, comme c'est une poésie, donc c'est écrit, c'est dans la Torah, c'est écrit en deux colonnes. Et c'est ce qui permet justement, comme dit le natif de Vologine, ce qui permet de comprendre que la première colonne, Zechor yemot olam, son adresse c'est Sh'al avicha ve'yagetcha. C'est pour savoir ce qui s'est passé, il faut demander à son père. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut demander à ton rav. D'accord? Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas du tout le Torah ce qu'on est en train de faire. Non, parce que je lisais sur vos fronts plissés. Vous me posez la question, mais est-ce que c'est pas du tout Torah? Non, c'est pas du tout Torah.
c'est une obligation de Massa. Mais ça ne veut pas dire que ça vit tout le temps. Ok, c'est l'air. Donc, ce que nous, on va étudier cette année, c'est ce que Massa demande, en fait. C'est-à-dire les 100 dernières années. C'est l'air. Les 100 dernières années, donc l'histoire juive contemporaine. Les 100 dernières années, ça peut commencer avec plusieurs événements qui sont passés plus ou moins il y a 100 ans. Bon, moi, j'ai choisi de commencer par l'affaire Dreyfus, d'abord parce qu'on est de culture francophone et que ça s'est passé justement en France. Et ensuite parce que c'est eu des répercussions importantes sur l'histoire juive en général. Donc, l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, ensuite, donc je vous donne le plan de ce qu'on réussira à faire cette année si on est sérieux. Quand je dis on est sérieux, c'est moi, quoi. Si je viens régulièrement, si je viens à l'heure, tout ça, si j'ai pas une demi-heure de retard à chaque fois. Alors à ce moment-là, on pourra faire donc la France, puis l'Europe, et puis les États-Unis, et puis l'Afrique du Nord, et la Russie, et enfin. Ce serait. Voilà. Bien, alors, nous sommes le samedi 13 octobre 1894. Le samedi 13 octobre 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, qui est en permission dans son immeuble un petit peu bourgeois parisien, eh bien, il s'apprête à passer un week-end sympathique comme il les aime, c'est-à-dire avec sa femme Lucie et ses 2 petites filles. En plus, il fait beau, bien que ce soit le mois d'octobre, et donc il a l'intention de se balader et samedi et dimanche. C'est quand même curieux parce qu'il vient de recevoir une lettre, et la lettre lui dit convocation militaire. Bon, il est habitué à des convocations depuis qu'il est à l'armée. Enfin, en général, quand il y a une convocation militaire, surtout pour ce qu'ils appellent là-bas une parade, c'est-à-dire en fait pour essayer de voir si tout est en ordre, un truc d'état-major, un contrôle d'état-major, en général, on est prévenu un petit peu à l'avance quand même. Et là, on lui signifie dans cette convocation que c'est lundi matin qu'il doit se rendre à la caserne militaire pour cette fameuse inspection d'état-major. Non seulement ça l'étonne un petit peu, mais en plus, d'abord ça l'étonne, mais il se dit à l'armée, on ne pose pas de questions. Vous savez ça, à l'armée on ne pose pas de questions, donc c'est étonnant, mais enfin ça peut arriver. Et donc, mais ce qui l'étonne aussi un petit peu plus, c'est qu'à la fin de la convocation, il y a écrit tenue bourgeoise. Tenue bourgeoise, ça veut dire venez en civil. En général, quand tu vas pour une inspection militaire, justement, tout le truc, c'est d'arriver en tenue militaire. Bon, ça l'étonne un peu, mais enfin, à l'armée, on ne pose pas de questions. Alors, voilà. Alors, en tout cas, c'est pas ça qui va lui gâcher son plaisir et son week-end. Donc, il passe un très joli week-end, très sympathique. Et ensuite, comme c'est un juif alsacien, qui c'est qui est alsacien déjà chez vous? Qui c'est qui vient de Strasbourg? Personne? Personne? Ah, et cette année, ils n'en ont pas pris? On avait dépassé le quota l'année dernière, je pense. Il n'y en a pas eu. Alors, les juifs alsaciens, vous ne savez peut-être pas. Donc, vous savez comment est-ce qu'on les appelle, les juifs alsaciens en Israël? On les appelle Yekim. Les juifs alsaciens, c'est des juifs qui ont pris, dans leur personnalité, dans leur manière d'agir et de penser, qui ont pris un petit peu sur la population ambiante. Comme d'ailleurs les Juifs d'Afrique du Nord ont pris un certain nombre de coutumes et de plats de ce que leurs voisins faisaient à côté, comme les Juifs de Pologne, etc. Donc on a tous un petit peu, l'environnement déteint toujours un petit peu sur nous. Alors les Juifs alsaciens, ils ont pris, des Alsaciens non juifs, ils ont pris un certain nombre de choses. Par exemple, l'amour de l'ordre. C'est comme ça qu'on les reconnaît, parce que les autres juifs en général, qu'ils soient de Pologne, qu'ils soient d'Afrique du Nord, c'est pas vraiment l'ordre qui est leur priorité. Donc, l'ordre, la ponctualité, et si possible également l'esthétique. Voilà. Donc, lui, on lui dit de venir à 9h, lundi matin, il va se pointer à 9h moins le quart pour être sûr de ne pas être en retard, comme tout juif alsacien qui se respecte. Donc, il arrive là-bas. 9h moins le quart. Alors, il est très étonné parce qu'il n'y a personne.
Alors, une inspection, il devrait s'attendre à voir ses copains il n'y a personne. Enfin bon, d'abord, à l'armée, on ne pose pas de questions. Et ensuite, il est peut-être un petit peu en avance, quoi. Alors il fait le tour du pâté de maison, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9h00, il n'y a toujours personne. Enfin bon, il passe le grillage, il frappe à la porte, et là, il est surpris de voir un bonhomme qui l'attend. Apparemment, le capitaine Dreyfus, oui. Je suis le commandant du paty du clan. Du paty, bon, c'est un nom un peu bizarre. Je ne marquerai au tableau que les noms des gens qui vont jouer un rôle dans l'affaire. Du paty de Clam. Alors ce bonhomme, c'est pas seulement son nom qui est bizarre, c'est sa personnalité également. Donc il est habillé en militaire, lui, du paty, et puis il se présente comme étant le commandant. Ouais. De se décaler un petit peu, Dieu veut. Oui. Et il a un bandeau autour du bras droit. Il a un bandeau autour du bras droit. Et il lui dit le chef d'état-major lui-même va venir faire l'inspection. Dreyfus dit mais et les autres? Vous inquiétez pas, ils vont certainement arriver. En attendant, si ça ne vous dérange pas, j'ai un petit service à demander. Vous voyez, je me suis cassé le bras pendant le week-end. Et donc, j'ai une lettre à écrire que je ne peux pas écrire. Est-ce que vous pourriez l'écrire à ma place? Et Dreyfus dit, avec plaisir, mon commandant, quand vous voulez. Et alors, venez avec moi. Alors, il le fait rentrer dans une salle à peu près aussi grande que celle-ci, mais beaucoup moins éclairée. Et alors, il y a une table dans cette salle, une seule table, avec une chaise. Et du paty dit à Dreyfus, asseyez-vous, il s'assoit. Il voit que sur la table, il y a un papier et un stylo. Et à ce moment-là, il arrive à voir qu'au fond, dans les 2 angles de la pièce, il y a 2 personnes qui ont l'air comme ça en civil, qu'il ne connaît pas. Du paty, il l'avait vu 2-3 fois, parce qu'en tant que stagiaire d'état-major, il a vu un certain nombre de commandants, mais bon, c'est à peu près plus d'impression que ça. Ces 2-là, il ne les connaît pas, mais enfin bon, bizarre. Remarquez, à l'armée, on ne pose pas de questions. Alors il lui dit, écrivez. Et voilà que commence la dictée. Alors je vous lis une partie de la dictée pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Paris, donc le type il écrit Paris, virgule, 15 octobre 1894, 15 octobre 1894, ayant le plus grave intérêt, monsieur, à rentrer momentanément en possession des documents que je vous ai fait passer avant mon départ aux manœuvres, je vous prie de me les faire adresser d'urgence par le porteur de la présente, qui est une personne sûre. Je ne sais pas si vous avez compris le français un petit peu officiel de l'époque, mais ce qui est clair en tout cas, quand tu réfléchis à la lettre, c'est que le bonhomme qui écrit la lettre, c'est un type qui avait donné donc des documents au bonhomme à qui il est en train d'écrire, et ces documents, il a envie de les récupérer rapidement. Donc, encore une fois, ayant le plus grave intérêt, monsieur, à rentrer momentanément en possession des documents que je vous ai fait passer avant mon départ en manœuvre, je vous prie de me les faire adresser d'urgence par le porteur de la présente, qui est une personne sûre. Donc c'est un truc un petit peu délicat, puisqu'il envoie une personne sûre en qui on peut avoir confiance pour récupérer les fameux documents. Bon, Dreyfus écrit ce qu'on lui demande, il ne réfléchit même pas à ce qu'il est en train d'écrire, c'est pas son problème, il est en train d'écrire une lettre pour un bonhomme, ça ne l'intéresse pas, donc il écrit. Et l'autre continue. Je vous rappelle qu'il s'agit de 2 points à la ligne, Dreyfus. Il va à la ligne. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et sur la manière dont il se comportait aux manœuvres. Bon, le canon de 120, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas encore tous les armements modernes qu'on avait. Donc les gens, ils tiraient au canon, donc c'était l'artillerie de l'époque. Et puis le canon de 120, c'est un truc tout nouveau, avec un diamètre donc, de 120 cm, c'est un truc important. Et le document donc en question, un des documents en tout cas, c'est un document qui parle de cette pièce-là. Et Dreyfus écrit. Et là-dessus, une fois qu'il a terminé d'écrire gentiment, l'autre lui dit à la ligne, deuxièmement, et là tout d'un coup, le bonhomme lui dit, vous tremblez, Dreyfus? Et Dreyfus dit, oui, il fait peut-être un peu froid. Reprenez. Et le bonhomme reprend, en essayant de cette fois-ci de s'appliquer davantage et de moins trembler, puisque paraît-il a tremblé, il ne s'était pas rendu compte qu'il tremblait, mais enfin s'il le dit, c'est qu'il se tremble. Bon. Alors il essaie d'être un peu plus, de s'appliquer un peu plus. Deuxièmement, une note sur les troupes de couverture. Et troisièmement, une note sur Madagascar. Madagascar, c'est cette île française qui appartient donc à la France et qui était utilisée à l'époque, d'ailleurs, il paraît-il jusqu'à aujourd'hui, pour faire des manœuvres militaires et pour essayer des nouveaux armements.
Donc il écrit tout ça, et il reste impassible, Dreyfus. Il écrit comme un soldat écrit. Alors à ce moment-là, sans doute que Dupaty s'aperçoit que ça ne se passe pas exactement comme il aurait envie que ça se passe. Il aurait sans doute préféré qu'à la lecture ou à l'écriture de ce texte, Dreyfus perde contenance, commence à rougir, commence à transpirer, etc., ce qui n'est pas le cas. Et alors il décide d'arrêter la dictée en question, et il dira « Bon, ça suffit. Capitaine Dreyfus, je vous arrête. » Et là, il fait un petit signe aux deux bonhommes, et les deux bonhommes arrivent comme si c'était prévu à l'avance. Ils arrivent donc, ils font les deux sur lui, et puis ils lui mettent des menottes. Enfin, ils essayent, parce que Dreyfus, quand on lui a dit « je vous arrête », il s'est évidemment levé d'un seul bond, et puis il a dit « mais qu'est-ce que ça veut dire c'est une erreur, c'est une plaisanterie ». Et à ce moment-là, au moment où il dit c'est une plaisanterie, les deux sont déjà sur lui, ils lui mettent les menottes, et juste avant qu'ils mettent les menottes, ils lui mettent les menottes à une main, et avant qu'ils mettent à la deuxième, le Dupaty, sournoisement, il ouvre le tiroir de la table en question, dans lequel apparaît, comme dans les films, quoi ? Un revolver. Et il dit à Dreyfus, il a cette phrase, il dit à Dreyfus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Suicidez-vous. C'est la seule chose qu'un soldat se doit de faire lorsqu'il est convaincu de trahison. La trahison, ça a toujours été évidemment la grande honte des soldats. C'est un crime honteux contre la patrie. Mais alors à l'époque où on était tous patriotes, etc., trahir son pays, c'est vraiment la grosse honte. Et on ne fait pas un truc pareil, c'est une humiliation. Et donc, pour éviter que ce soit dit en public, etc., ce que faisaient à ce moment-là les soldats qui étaient soupçonnés ou qui étaient accusés de trahison, ils trouvaient le moyen de se suicider pour éviter le déshonneur. Un soldat, c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas être déshonoré, l'armée étant normalement celle qui doit amener, comme vous le savez certainement, les hommes vers plus d'honneur et de kavod, paraît-il. Et donc, il dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et Dreyfus, qui comprend exactement quelle est l'allusion, il dit, mais certainement pas, c'est un malentendu, c'est une erreur, mais de quoi suis-je donc accusé ? Et donc, le deuxième plan, le plan B, de Dupaty, rate également. Premier plan, il était censé se confondre en confession, en excuses, ou il ne l'a pas fait. Deuxième partie du plan, il devait suicider et il ne le fait pas. Et donc, on passe à la troisième partie, et ainsi c'est comme ça, on l'amène en effet en prison. Et Dreyfus, qui comprend de moins en moins ce qui lui arrive, qui crie encore « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? De quoi donc suis-je accusé ?» sans avoir de réponse de Dupaty. Il est amené dans une prison parisienne qui s'appelle la prison du Cherche-Midi. Du Cherche-Midi, elle n'existe plus, cette prison. La prison du Cherche-Midi, dont le chef de la prison, le directeur de la prison, s'appelle Forzinetti. Forzinetti, un Français d'origine italienne, et qui depuis des années et des années est directeur de la prison du Cherche-Midi. Et Forzinetti avait été prévu à l'avance par l'armée, par l'état-major, que dans le cours de la matinée, on lui amènera un traître, un officier traître, et que, comme c'était un traître, il devait le mettre dans un cachot, ou plutôt dans une cellule, mais alors séparée de tous les autres, avec interdiction totale de voir quelqu'un, de parler à quelqu'un, y compris au directeur de la prison lui-même. Il ne peut parler, cet accusé, il ne peut parler que à ceux que l'armée enverra pour interrogatoire. Et donc Forzinetti, il avait donc préparé en effet une cellule pour ce fameux bonhomme, et le type arrive, il est jeté dans cette cellule, qui elle par contre, elle fait le quart de ce que vous voyez ici, et il y a quoi ? Eh bien il y a un lit, alors c'est pas les jolis lits que vous avez certainement ici à la yeshiva de... Enfin, j'imagine. Hein ? Les matelas. Ils sont épais chez vous ou... On met deux. Hein ? Je m'appelle les matelas de la Sorte-Note. C'est-à-dire des trucs comme ça. D'accord ? Sur un truc de beaucoup moins bien que ça, c'est sûr. C'est évident. Alors, vous divisez ça en deux, c'est ce qu'on mettait dans les prisons. C'est là, une sorte de paillasse. Et puis, à part ça, il y avait dans l'autre coin de la pièce, il y avait un petit seau avec de la paille pour les besoins. Et puis voilà, il y avait une table et une chaise, et c'est tout. Et voilà donc que ce pauvre bonhomme est jeté dans cette cellule.
Il y a à peine quelques heures, c'était un capitaine qui avait une bonne carrière derrière lui et surtout une grosse carrière qui l'attendait devant lui. Et voilà qu'il se retrouve jeté au fond d'un cachot, au fond d'une cellule, avec interdiction de parler à quiconque. Et là, Forzinetti voit quelque chose qui le frappe énormément. Il voit que ce traître qui vient d'être découvert, il a des manières de réagir qui ne sont pas celles d'un traître. Par exemple, d'abord il hurle son innocence, même une fois que ceux qui l'ont amené sont repartis, donc il est seul et pourtant il hurle « Je suis innocent, de quoi m'accuse-t-on, je suis innocent ?» Et puis, quand il a fini d'hurler, il s'assoit sur sa paillasse ou sur la chaise, il reste prostré comme ça pendant 10 minutes, et après de nouveau il se lève et il crie « Je suis innocent, je suis innocent ». Et en fait, il l'observe par le trou de la cellule, il l'observe pendant 1 heure, 1 heure et demie, il est impressionné de voir que le type devient de plus en plus fou. En fait, il perd la raison. Et même à un moment, il se lève, et puis il se jette la tête contre le mur, plusieurs reprises, et puis il dit « J'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire ». À quoi il fait allusion ? Le suicide. Forzinetti voit ça, et de cet instant, il est persuadé que ce type-là n'est pas coupable. Parce que lui, il en connaît des coupables, il les a déjà vus, il connaît aussi des innocents, il en a vu passer, et des uns et des autres. Des gens qui reconnaissent leur crime et ceux qui essaient de le déguiser, on ne lui la fait pas à Forzinetti, il les connaît bien. Et ce type-là, franchement, il n'a pas la réaction habituelle des coupables. Et il est persuadé qu'il est innocent, mais de toute façon, il n'a rien à dire. Mais remarquez bien donc, le premier en France qui va croire à l'innocence de Dreyfus, c'est un directeur goy de prison du nom de Forzinetti, qui va d'ailleurs jouer un petit rôle, ou un grand rôle dans l'histoire, comme vous allez voir tout à l'heure. Bien. Ce type-là, donc ce Dreyfus, ne rentre pas chez lui ce soir-là, puisqu'il est en prison, et la nuit non plus, la nuit suivante non plus. Et qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? À part de devenir de plus en plus fou et de perdre la raison, il reçoit la visite de Dupaty Duclin en personne, qui vient le voir tous les jours, à heure fixe, et qui lui dit une seule chose: Dreyfus écrivait. Et Dreyfus écrit. On lui donne du papier pour écrire, et il écrit sans arrêt. Qu'est-ce qu'il écrit ? Toujours les mêmes phrases. Je m'appelle Alfred Dreyfus, je m'appelle Alfred Dreyfus, mais il doit l'écrire dans différentes positions. Il le fait écrire de la main droite, de la main gauche, debout, assis, couché sur le ventre, debout contre le mur, et il écrit toujours la même chose sur la même chose. Il y a de quoi devenir fou, même si on n'est pas dans cette situation-là. Quelle est la raison pour laquelle Dreyfus est censé écrire toujours la même chose pendant des jours, des heures en tout cas, et plusieurs jours d'affilée? Pourquoi? Parce que figurez-vous que la raison pour laquelle on l'a arrêté, ou si vous voulez, le début de preuve de sa culpabilité, c'est un document qu'il aurait écrit. Et donc, il est important de le confondre, c'est-à-dire de montrer que l'écriture de Dreyfus, c'est l'écriture de ce document. Alors, il se trouve que le document qui est compromettant a une écriture qui ressemble un peu à celle de Dreyfus, mais évidemment, ce n'est pas la même écriture. Et en le faisant écrire et écrire et écrire, on se dit, si le Dreyfus, en écrivant un document compromettant, il a déguisé son écriture, au bout d'un moment, l'écriture naturelle, elle va revenir. Parce qu'on écrit tous d'une certaine manière, et on peut essayer de s'appliquer et de déguiser, mais quand tu écris rapidement, toujours la même chose, au bout d'un moment, ça revient. Et c'est pour ça qu'il le fait écrire tellement souvent, et Dreyfus écrit sans comprendre. La logique, c'était qu'il a écrit dans la lettre elle-même, il a déguisé dans le document lui-même. Dans le document lui-même, il s'est appliqué à écrire autrement que ce qu'il a l'habitude d'écrire, c'est bien. Mais on pense qu'il y a des lettres qui vont revenir, et qu'on pourra le confondre avec ça. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'on a fait avec ce document et comment on a essayé malgré tout de retrouver des lettres qui seraient représentatives aux caractéristiques de l'écriture de Dreyfus. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui évidemment meurt d'inquiétude à ce moment-là pendant ces jours qui passent et qui se ressemblent. C'est qui ? C'est Lucie. Alors Lucie, évidemment, son mari d'Alsacien qui est jamais venu en retard, il arrive toujours à l'heure, il était parti pour une journée pour l'inspection, il était donc censé rentrer à 17h le soir. Voilà ce qu'il lui avait dit, 17h, 18h, 19h, 21h.
personne, la nuit passe, elle est morte d'inquiétude, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est arrivé à la caserne militaire? Est-ce qu'il n'est pas arrivé? Le lendemain, bien sûr, elle court à la caserne en question, elle frappe à la porte, au premier bureau qu'elle trouve, elle dit: je suis Lucie Dreyfus, la femme du capitaine Dreyfus, qui aurait dû normalement venir chez vous hier. Est-ce qu'il est venu? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner? Est-ce qu'il est reparti? Où est-il? Et finalement, de bureau en bureau, on l'a fait tourner jusqu'au moment où on lui a fait rencontrer un certain Dupaty de Plainte. Ce Dupaty qui n'a plus le pansement qui évidemment a été mis en scène et qui reçoit cette dame avec une froideur glaciale et avec surtout un discours tout à fait fantaisiste. La femme lui dit: est-ce que vous avez vu mon mari? Est-ce qu'il est arrivé à la convocation? Et le type lui dit: il est arrivé à la convocation. Alors elle lui dit: ben alors, où est-ce qu'il est? Et il lui dit: je ne peux rien vous dire. Mais pourquoi vous ne pourriez rien me dire? Parce que c'est un secret d'État. Enfin, un secret d'État, mon mari, un secret d'État. C'est un secret d'État, madame. Non seulement je ne peux rien vous dire, mais je vous interdis de parler de la disparition de votre mari. À quiconque. Sinon, et là, il a des yeux qui deviennent un peu bizarres, un peu flous. Sinon, c'est la guerre! Elle le prend pour un malade. Elle connaît bien son petit Alfred. La guerre. Elle comprend évidemment qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle suppose qu'on l'a arrêté et que ce type-là, il sait davantage que ce qu'il dit. Mais elle a tellement peur de parler qu'elle ne téléphone à personne, y compris pas, oui, le téléphone existait déjà, y compris pas à son beau-frère, parce que Alfred Dreyfus, il a un frère qu'on va appeler le frère admirable à cause de ce qu'il va faire après, et qui s'appelle le frère Mathieu. Alors Mathieu Dreyfus, lui, c'est lui qui s'occupe de la fabrique, c'est lui qui s'occupe de l'usine. Il est directeur en fait d'une boîte et il habite en Alsace. Alors je vous explique l'histoire en deux petits mots de la famille Dreyfus. Nous sommes en 1870. Est-ce que quelqu'un sait? Donc je fais un petit flashback d'une vingtaine d'années. Cette date vous dit quelque chose au niveau de l'histoire de France? La guerre, il y a fait la guerre entre l'Allemagne et la France. La première des trois guerres contemporaines entre la France et l'Allemagne, perdue par qui? Par la France, comme d'habitude. Ouais, la France perd la guerre de 70, et en perdant la guerre de 70, elle perd l'Alsace-Lorraine, que les Allemands considèrent, à mon avis, à juste titre, enfin, je ne vais pas rentrer dans des problèmes qui provoquent des guerres mondiales. Enfin, l'Allemagne considère que l'Alsace et la Lorraine sont des provinces allemandes qui ont été volées par la France. Et donc, puisqu'elles viennent de gagner la guerre, eh bien, elles récupèrent les provinces perdues d'Alsace et de Lorraine. Ce qui crée évidemment un traumatisme en France, pas seulement d'avoir l'humiliation d'avoir perdu la guerre contre les Allemands, mais en plus d'avoir perdu l'Alsace et la Lorraine. Alors, ils font des chansons très patriotiques. Vous connaissez les chansons toi Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Vous avez pu germaniser nos plaines, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Bon, bref, les Français qui habitent en Alsace et en Lorraine, donc les Lorrains et les Alsaciens, ont le choix que les Allemands leur donnent. Soit tu restes en Alsace et en Lorraine et tu deviens allemand, soit ton cœur est tellement patriote que tu dois quitter l'Allemagne et la Lorraine si tu veux rester français. Et alors, la plupart des Juifs quittent, pas tous, mais la plupart des Juifs quittent l'Alsace-Lorraine par patriotisme français. Les Juifs d'Alsace sont des grands patriotes français. Ils sont très reconnaissants à la France de leur avoir accordé l'égalité des droits, l'émancipation, il y a déjà presque 100 ans maintenant, avec la Révolution française. Et parmi les patriotes, les Juifs qui quittent l'Alsace-Lorraine pour s'installer à Paris, il y a M. Alfred Dreyfus. Par contre, Mathieu, son frère, lui, il reste là-bas parce qu'il y a la boîte à faire tourner, il sait des gens très riches, ça marche très bien. Si jamais lui aussi il part, qui c'est qui va faire tourner la boutique? Et donc évidemment, il préfère rester là-bas. Et Mathieu est donc là-bas. Et Lucie, quand il lui arrive ce qui lui arrive, elle n'a qu'une seule idée, c'est de prévenir ce Mathieu qui
qui aime tellement son frère, qui pourrait certainement l'aider, cette pauvre femme, et d'autant plus que il a des contacts, il connaît des hommes politiques, il connaît des journalistes, et il pourrait faire quelque chose, mais elle a tellement peur de ce Dupaty qu'elle dit rien. Les jours passent. Lucie reçoit la visite chez la maison de Dupaty avec 2 ou 3 sbires à lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fouille en règle de la maison pour pouvoir récupérer des documents. Alors, au premier temps, si ça avait été aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient confisqué? L'ordinateur. Mais comme c'est l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, par contre, on prend toutes les lettres, on prend tout ce qui peut servir à trouver d'une manière ou d'une autre qu'il est en effet coupable. Évidemment, ça va être passé au peigne fin, tout ça, ils ne vont rien trouver du tout. Vous avez certainement des lettres que vous avez cachées. Et Lucie qui dit, écoutez, les seules lettres que j'ai mis de côté, je ne sais pas cachées, enfin c'est dans notre commode, dans la chambre à coucher, c'est les lettres qu'ils m'ont envoyées quand on était fiancés. Amenez-les-moi. Bah écoutez, c'est des lettres quand même intimes. Amenez-moi. Et alors donc elle amène ces lettres, et évidemment, ils disent tout ça, franchement, ils ne trouvent strictement rien. C'est que l'histoire d'un bonhomme amoureux de sa fiancée qui va se marier avec elle, voilà. Et elle, évidemment, se demande tous les jours, est-ce qu'elle va ou est-ce qu'elle ne va pas appeler Mathieu? Et en fait, elle ne l'appelle pas. En attendant, dans les coulisses de cette histoire-là, bon, d'abord, avant de vous raconter ce qui se passe dans les coulisses, il faut que je vous raconte quand même comment est-ce qu'on est arrivé à Alfred Dreyfus et pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'arrêter. Alors, après la défaite de 1870, les Français ne reconnaissent pas qu'ils ont perdu la guerre parce que les soldats étaient moins bons que les soldats d'en face. C'est toujours très compliqué à reconnaître un truc pareil. Et alors, ils pensent que si ça s'est fait, c'est parce qu'on a été trahis, et puis parce qu'on avait des services de renseignement inexistants pratiquement, et c'est vrai que les Français n'avaient aucun service de renseignement. D'ailleurs, en face, ils n'avaient pas non plus tellement. Ça n'existait pas encore vraiment. Alors, ils décident, une des premières décisions qu'ils prennent après la défaite, c'est de créer un service de renseignement militaire pour essayer de savoir à l'avance quels sont les projets de l'ennemi. Et ce service de renseignement militaire, ils vont l'appeler service des statistiques. Pourquoi? Ben pour rien, parce que comme ça on n'appelle pas service de renseignement tout simplement. Et Jean s'est caché, comme on sait pas. Service des statistiques. Statistiques. À la tête de ce service, il y a un bonhomme qui est un petit peu âgé, dont le nom n'est pas important, et le sous-chef s'appelle le commandant Henri. Celui-là par contre, il faut le retenir. Le commandant Henri. Le commandant Henri, donc, il a toutes sortes d'idées pour essayer d'avoir des renseignements de ce qui se passe en Allemagne. Bon, l'Allemagne c'est un peu loin, mais à Paris, il y a un représentant allemand, bien sûr, parce que la guerre étant perdue, les relations sont maintenant redevenues des relations de paix. Et donc, il y a une ambassade d'Allemagne à Paris. Et donc, ce qui serait très intéressant, c'est de voir le courrier que les Allemands envoient à Berlin, etc. Et donc, monsieur le commandant Henri va voir Madame Bastien, qui n'est autre que la femme de ménage, qui travaille depuis des années à l'ambassade. Tout simplement, elle fait le ménage. Elle vide les poubelles. Et alors, à la sortie de l'ambassade, un jour qu'elle rentre chez elle, Henri la prend à part et lui dit « Combien vous gagnez, chère madame ?»« Mais qui vous êtes, vous, d'abord ?»« Je travaille pour l'armée. Allez, combien vous gagnez ?» Elle dit combien elle gagne. Il dit « Je vous triple votre salaire. Ça vous intéresse ?» Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ce que vous devez faire, au lieu de jeter les papiers que vous trouvez dans la corbeille de l'ambassadeur et de l'ambassade en général, vous les mettez dans un grand sac. Ce sac, vous le mettez dans un autre sac que voici. Et tous les vendredis, vous voyez le petit banc qu'il y a de l'autre côté de l'église, eh bien sur ce petit banc-là, vous allez vous asseoir. Je viendrai également à 10 heures précises avec un sac identique à celui-ci. On s'assoit sans parler. Au bout de quelques minutes, vous levez, vous laissez le sac et vous prenez l'autre sac qui est vide, dans lequel vous remplirez la semaine suivante les petits papiers. Et moi, je prends le sac. C'est tout ce que je dois faire. C'est tout ce que vous devez faire. C'est pas risqué. C'est pas risqué. Eh bien, d'accord. Et depuis donc quelques mois, ce qu'on appelle la voie ordinaire, c'est comme ça qu'il appelle dans le service statistique, fonctionne à merveille. Donc chaque fois, chaque semaine, elle lui amène des paquets avec ce qu'elle a trouvé dans les corbeilles. Et lui, il s'amuse pendant tout le week-end à reconstituer les lettres pour essayer de trouver, mettre la main sur un traître éventuel. Or, ce jour-là, quelques jours avant le fameux 13 octobre,
il met la main sur quelque chose d'extraordinaire qu'on va appeler dans l'histoire le bordereau. Bordereau, c'est le nom qu'on va donner à ça. C'est une lettre. Vas-y, prenez les trucs. Alors ça, c'est des machins que je vous laisse pas. Je vous donne, vous me le redonnez à la fin du cours, parce que j'en ai besoin. De toute façon, c'est mal photocopié, on voit pas grand-chose. Alors, ouvrez. Tout le monde a reçu? C'est différent, ça, non? Non, c'est le même, et il y a la première page qui est tout. Bon, vous prenez à la page 2. Vous prenez à la page 2. Et vous voyez le bordereau original, d'accord, le bordereau, enfin une photocopie du bordereau original, au milieu, ouais. Donc c'est le papier qui a été donc découvert et qui a été reconstitué. Donc vous voyez, pas très prudent l'allemand. En fait, c'est pas l'ambassadeur lui-même, c'est un conseiller d'ambassade, mais on s'en fout. Il n'est pas très prudent puisqu'il a déchiré en très peu de morceaux finalement. Il n'a pas déchiré un petit morceau. Il a fait un très peu de morceaux, un papier qui est très compromettant. Qu'est-ce qui est écrit dans ce papier? Bon, là on ne voit pas évidemment, mais si vous regardez en haut à gauche, vous voyez le texte lui-même. Regardez. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Donc c'est un bonhomme qui envoie une lettre à l'ambassade, ou à quelqu'un dans l'ambassade là-bas en Allemagne, et dans lequel il dit: je suis très, très étonné que vous ne m'ayez pas contacté depuis quelque temps, donc sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir. Pourtant, je vous ai dit que j'étais prêt à vous rencontrer, et puis vous ne m'avez pas répondu. Donc, bon. Alors, c'est pas grave, je vous envoie quand même quelques renseignements intéressants. Donc, il envoie des renseignements pour appâter le bonhomme et pour lui dire: tu vois, j'ai des trucs intéressants, tu as intérêt à faire rendez-vous avec moi, parce que si ça, ce que je peux te donner déjà maintenant, à plus forte raison, tu penses, si on se voit. Ouais. Alors, on ne sait pas très bien qui parle à qui, mais c'est un type, on ne sait pas trop qui c'est, on va essayer de découvrir qui c'est, mais qui envoie cette fameuse lettre à un type de l'ambassade, donc un Allemand. Un Allemand. Et dans cette lettre-là, il dit: j'aurais aimé vous rencontrer depuis longtemps, mais vous ne me répondez pas, alors je vous envoie déjà des documents. Donc c'est quelqu'un, un Français qui livre des documents à l'ambassade d'Allemagne. Donc un traître. Alors regardez en plus de quoi il s'agit. Donc je vous envoie, monsieur, quelques renseignements intéressants. 2 points. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. Évidemment, ça vous rappelle quoi? La dictée. Parce que lui, étant persuadé, le Dupaty, que c'est Dreyfus qui a écrit la lettre, il pensait que si on lui fait une dictée qui reprend les thèmes de la lettre en question du bordereau, eh ben, il va comprendre qu'il a été pris. Et alors à ce moment-là, il va fondre en larmes, ou je ne sais pas ce qu'il va dire, il va dire: oui, c'est moi, donnez-moi un revolver, et je me suicide. Comme ça, il pensait. Une note sur les troupes de couverture, que la modification sera portée sur vos plans, une note sur une formation de l'artillerie, une note relative à Madagascar, un projet manuel de tir de l'artillerie de campagne, etc. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer, et je ne peux l'avoir à disposition que très peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir ensuite à ma disposition, je le prendrai, à moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso, c'est-à-dire entièrement, et nous vous en adresse la copie. Je vais partir en manœuvre. Ce texte n'est pas signé, mais Henri, en le reconstituant, comprend qu'il y a un traître à l'armée. Et la seule chose qu'il peut essayer de déduire de tout ça, c'est que le traître en question, c'est sûrement un stagiaire de l'état-major. Donc il a un grade assez important, il est stagiaire dans l'état-major. Pourquoi il sait qu'il est stagiaire? Parce qu'il passe dans plusieurs services. Il a une note de là, il a une note de là, il a une note de là. Donc ça doit être quelqu'un qui a fait plusieurs services, sans doute un stagiaire. C'était avant que le Oui, c'est avant que ça vous a... Et donc, oui, on est en train de faire un flashback. Ouais. Quand il faisait Dreyfus, ouais. Ils essayaient de voir son écriture collée avec celle-là. Oui, il essaie de voir si l'écriture de Dreyfus collait soit avec celle-là, soit avec... oui, c'est avec celle-là. Il essaie de voir parce qu'il se disait... Enfin, j'ai tout de suite expliqué sur l'écriture. Quand ils vont tomber sur... croire que c'est Dreyfus, ils vont évidemment comparer les écritures. Et on s'aperçoit qu'avec celle-ci, ils vont s'apercevoir qu'il y a des lettres qui ressemblent et des lettres qui ne ressemblent pas. Alors, il dit que peut-être si on fait écrire Dreyfus sans arrêt, il va y avoir des trucs qui vont revenir. Et donc, ils vont avoir plus de chances de le reconnaître. Enfin bon, en tout cas, le truc est évidemment pas signé. Donc, il s'agit d'un stagiaire. Un stagiaire d'état-major, combien il y en a en France? Il doit y avoir 300, 350. C'est pas mal quand même. Et donc, il s'agit à travers quoi de le retrouver? À travers simplement
la ressemblance d'écriture, parce que les officiers d'état-major, stagiaires ou pas, ils ont évidemment un dossier à l'armée, ils ont envoyé des lettres à leurs supérieurs, etc., quand on les a convoqués. Donc, on a leur écriture, et donc, en prenant chaque dossier et en vérifiant si ça correspond, on risque de mettre la main sur le bonhomme. C'est donc comme ça qu'ils vont essayer de travailler, mais c'est un peu long tout ça. Pourquoi lui, forcément Alors, voilà, pourquoi lui, forcément, ouais. Donc, à la base, il avait un vrai trait dans l'histoire. Oui, il y a un vrai trait, c'est sûr qu'il y a un vrai trait. Il pensait que c'était Dreyfus, peut-être. Oui, oui, absolument. Alors, tu vois comment ça s'est passé. Donc, ils sont en train de, pour l'instant, ils ne savent pas qui c'est, donc ils cherchent. Il est très content, Henri. Évidemment, le lendemain de sa découverte, là, il vient raconter à tout le service statistique, on a trouvé, on a un traître. Ils le cherchent depuis longtemps, ce traître. Ils savent que, puisqu'on a perdu la guerre, sûrement qu'il y avait un traître. Donc, ils cherchent le traître depuis longtemps. Il y avait une sorte de truc comme ça dans l'air, qui est certainement un traître parmi nous. Et donc, là, c'est une preuve. Il faut maintenant essayer de le trouver. Alors, ils sortent les dossiers, le chacun, ils vérifient, etc., etc. Mais vous pensez à quel point c'est long, c'est fastidieux, ils n'arrivent pas à trouver le bonhomme qui a la même écriture. Ils n'arrivent pas à trouver. Et puis, il y a un de ceux-là, un de ces chefs du service de statistique, qui revient de congé, il voit qu'il y a une ébullition dans le bureau qui en général est très calme, tout le monde est en train de prendre un papier, c'est le bordereau, et de le comparer à d'autres papiers, etc. C'est du balagan partout. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est des choses depuis que je suis parti. Il dit, ben écoute, oui, il y a un traître, et voilà, on cherche l'écriture. Il dit, oh là là, mais vous n'allez jamais y arriver comme ça. Vous vous rendez compte le nombre de stagiaires qu'il y a dans l'état-major ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donnez-moi la liste, moi je vais vous le trouver, moi. La liste des stagiaires. Alors on lui apporte la liste des stagiaires, et il commence à lire. Il lit donc Dubois, Dupont, du truc machin, et à un moment, qu'est-ce qu'il lit ? Dreyfus. Comme il est antisémite. Comme la plupart de ceux qui sont à l'armée, à l'époque, j'ai plus son nom en tête, il a joué un rôle important, puisque c'est lui le premier qui a mis le doigt sur le bonhomme, mais après, on l'a oublié complètement, après il n'a plus de rôle. Donc, moi j'ai oublié comment il s'appelait. En tout cas, le type dit, il faut savoir qu'à l'armée, on était antisémite, parce que là, c'est vrai que depuis un siècle, les Juifs ont le droit de faire tous les métiers qu'ils veulent, et donc on les voit en France, à la fin du 19e siècle. Ils sont présents dans des postes clés, ils sont présents évidemment dans les métiers qui ont toujours intéressé les Juifs, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les médecins, les avocats, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire il n'y a pas de cinéma à l'époque, il y a du théâtre, enfin voilà, on les voit, on les entend, etc. Et à l'armée, par contre, c'est un bastion qui est encore fermé aux Juifs. Les Juifs font l'armée parce qu'ils sont obligés par le service militaire obligatoire, donc ils font l'armée. Mais on s'arrange, quand on est officier à l'armée, on s'arrange pour ne pas leur donner des grades. C'est-à-dire, on a peur, cette peur antisémite qui existe depuis longtemps, on a peur qu'ils soient en contact avec des secrets militaires. Après tout, ce n'est pas des Français comme les autres, c'est des Français qui viennent à peine d'être naturalisés, certains d'entre eux parlent allemand, etc. On va savoir s'ils ne sont pas des cousins juifs de l'autre côté du Rhin. Donc, il vaut mieux pas. Donc, on n'aime pas trop. Et Dreyfus est un des premiers, parce qu'il était bien noté sur ses supérieurs, et qu'au bout d'un moment, tu ne peux quand même pas laisser quelqu'un sur une voie de garage. Donc, au bout d'un moment, il a pris des ballons. Et Dreyfus était un des premiers officiers juifs. Il y en a d'autres, mais c'est un des premiers officiers juifs. Le fait qu'il était juif, parce que Dreyfus, ça sonne juif ? Oui, parce que Dreyfus, ça ne sonne pas français. Dreyfus, ça ne sonne pas français. La plupart des juifs français de l'époque sont des Alsaciens. Il y avait très peu, au moment où la Révolution française a éclaté, il y avait très peu de juifs en France. Parce que pendant des siècles et des siècles, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter en France. Alors, qui y avait en France en 1789 comme Juifs ? Il y avait les quelques Juifs qui étaient, vous savez, les Juifs bordelais, les Juifs du Pape, les Juifs d'Avignon. C'était des Juifs qui habitaient dans ces régions-là parce que ces régions-là appartenaient en effet au Pape. Et le Pape, il avait toléré que les Juifs appartiennent dans ces contrées. Donc, bien que les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter en France, ils habitaient là. Donc, il y avait des Juifs à Bordeaux, des Juifs à Avignon, etc., les Juifs d'en bas, les Sfaradim, qui étaient déjà... les Sfaradim de l'époque, c'était des gens très aristocrates, comme ça. Ils étaient très fiers d'être... Ouais. Ils regardaient les pouilleux d'Alsaciens, là, les Juifs ashkénazes, avec beaucoup de dédain. Ouais. Parce que les Alsaciens, ils étaient 40 000, les Juifs alsaciens, donc c'était la masse des Juifs à l'époque, c'était l'Alsace. Et comment ça se fait qu'il y avait des Juifs en Alsace alors qu'il n'y avait nulle part ailleurs ? C'est parce que comme l'Alsace, justement, historiquement, c'était allemand, et c'était devenu français que récemment, avec l'histoire de Napoléon et compagnie. Donc, ce qui fait que la France, tout d'un coup, en ayant l'Alsace et la Lorraine, tout d'un coup, il y a eu 40 000 Juifs. Donc, en fait, c'est pas seulement Napoléon, c'est déjà avant
que l'Alsace était devenue française. Mais les Juifs, évidemment, ont eu la possibilité d'être émancipés parce que, grâce à la Révolution, et c'est donc eux qui composaient l'essentiel de la communauté juive. Et donc, les noms des Juifs en général, à part les quelques noms des Juifs bordelais ou qui en fait des Juifs qui venaient d'Espagne, comme les Pereire, etc., la grande majorité des Juifs, ils avaient des noms alsaciens. Alors, Dreyfus, c'est un nom, certainement un nom juif. Okay, ouais. Que les Juifs, c'est des goïms alsaciens aussi. Il y avait des goïms alsaciens également. Ouais. Ils n'avaient pas le même nom. Et puis, un goï alsacien, c'est un patriote français. Un juif alsacien, c'est certainement quelqu'un qui a de la famille en Allemagne. Un alsacien aussi, qui a vécu le passé. Ouais, mais à partir du moment où tu es patriote français et que tu n'es pas juif, tu vois, tu as une culture française, etc., tu n'es pas soupçonné. T'es pas soupçonné. Le juif est soupçonné par nature, parce que c'est pas un vrai français. Ça fait... C'est ça qui veut le naturaliser aussi. Ouais, ils étaient quand même considérés comme français. Au contraire, on aimait croire qu'ils sont des grands patriotes et qu'ils n'aiment pas l'Allemagne. Parce que les juifs, on se doutait que c'était un petit peu du pivot, tu vois. Donc il voit Dreyfus et il dit, c'est lui. Pas à peine de chercher, c'est lui. Et les types qui sont à côté, avant même de voir l'écriture, ils disent, mais évidemment, comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Et alors, mais évidemment, c'est pas un vrai français celui-là. Et donc, ils avaient déjà dans leur tête l'idée que c'était Dreyfus avant même de repérer l'écriture. Après, évidemment, il y en a un qui dit, bon allez, amenez-moi le dossier de cet Alfred Dreyfus là, pour qu'on compare l'écriture. Et on voit des lettres de Dreyfus, on les compare, et on s'aperçoit que, comme la majorité des cas, si vous comparez votre écriture à une autre écriture, il y a des lettres qui ressemblent, des lettres qui ne ressemblent pas. A priori, c'est pas la même, enfin, il y a quand même des trucs qui ressemblent. Vous avez par exemple à droite un texte écrit par Dreyfus. Bon, si on avait le temps, on s'amuserait à comparer les F et les P, etc. Les T. Ouais. Et en fait, c'est pas n'importe quel texte que vous avez à droite, c'est le texte de la dictée. Donc c'est les mêmes mots en fait qui reviennent à droite et à gauche. C'est après la dictée? Non, moi je vous ai photocopié ici le texte de la dictée. Là, l'histoire de... Non, ce que je suis en train de vous raconter, ça s'est passé avant. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour Donc ils arrivent donc à trouver des lettres de Dreyfus. Ils appellent des graphologues. Donc, tout ça se fait en coulisses encore. Il n'a pas encore reçu la convocation, le Dreyfus. Ils appellent des graphologues. Graphologue, c'est un nouveau métier où il s'agit donc de spécialistes de l'écriture. Et ils appellent des graphologues pour dire, est-ce que... On leur dit rien d'autre, on dit, regardez, voilà deux textes, un et un autre, est-ce que c'est la même écriture? Sur les trois graphologues qui ont été mandatés, il y en a deux qui disent, ça n'a rien à voir. Et le troisième dit, ça peut être la même personne qui a écrit les deux textes, mais ça voudrait dire que pour l'un des deux textes, il a essayé de déguiser son écriture. Et ça suffit pour ces types qui étaient déjà braqués à l'avance sur Dreyfus pour dire, ah ben voilà. Alors maintenant, on va chercher si vraiment il a d'autres motifs. Alors là, c'est embêtant parce que le bonhomme, il est riche, donc il n'a pas un motif d'argent. Est-ce qu'il joue? Ah, parce que s'il joue, il perd beaucoup d'argent, donc peut-être qu'il a besoin. Alors on fait des enquêtes privées pour voir exactement où est-ce qu'il va, etc. Rien. Un type alsacien, je vous dis, alsacien, le carré, rien. Et est-ce qu'il a des maîtresses? Non. Bon, on s'est aperçu qu'avant le mariage, il y avait une aventure avec une... Bon, enfin, c'est du passé, tout ça. Alors... Rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, eux, ils préviennent le chef d'état-major, le chef d'état-major, le ministre de la guerre. Aujourd'hui, on appelle ça ministre de la Défense, qui s'appelle à l'époque le général Mercier, un ancien soldat, général. Et Mercier est très content qu'on a trouvé un traître. Et sous son ministère, ça va lui faire de la pub, ça. Lui, Mercier, qui traînait dans la boue par tous les journaux parce qu'on pense qu'il est un petit peu mou, et puis s'il y a une nouvelle guerre de revanche avec l'Allemagne, on va la perdre parce que Mercier, il n'est pas capable de mettre l'argent qu'il faut pour acheter des armes, etc. Donc Mercier, lui, il a une presse qui n'est pas bonne. Alors il dit, voilà, si on trouve un traître, tout le monde va être obligé de reconnaître que je suis un bon ministre. Alors il dit, Mercier, il dit, et alors, comment vous l'appelez? Dreyfus, là, vous avez des preuves? Ben, on cherche, monsieur le ministre. Eh bien, cherchez bien. Eh bien, on cherche. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent et lui disent, écoutez, on a rien, on a ressemblance d'écriture. Et c'est là qu'ils commencent à se dire, on va faire un plan pour qu'il avoue. Puisqu'on n'a pas trouvé de preuves extérieures, on va le faire avouer. Mais pour l'instant, ils sont encore persuadés, ils sont tellement antisémites qu'ils sont persuadés que c'est Dreyfus, quoi. C'est pas qu'ils savent qu'il est innocent. Ils pensent qu'il est coupable. Et donc on organise, donc c'est du Paty qui a l'idée, parce que il a un peu fêlé, qui a l'idée de faire la mise en scène, etc. Et c'est comme ça qu'on envoie la convocation à Dreyfus, en se disant,
certainement qu'il va craquer. Et voilà que ça ne marche pas. Ok ? Au bout d'un moment, ça fait maintenant près de 10 jours qu'il est dans sa cellule, que ça ne donne strictement rien. La seule chose que ça apporte, c'est qu'il perd de plus en plus sa raison et sa santé. Forzinetti, d'ailleurs, il est écœuré de ce qui se passe. Il voit ce type-là qui se laisse mourir de faim, qui est complètement déprimé. Il fait un truc qu'il n'a pas le droit de faire. Un jour où Dupaty est reparti, eh bien, il téléphone à un médecin pour que le médecin l'ausculte, le type, le Dreyfus. Il a peur pour sa santé. Il n'avait pas le droit de faire ça, puisque je vous rappelle qu'on lui avait donné des consignes que Dreyfus devait voir personne. Qu'est-ce qu'il faisait ? Forzinetti. Alors il appelle le médecin voit Dreyfus et il dit au commandant de la prison, ce type-là est complètement affaibli, il faut qu'il se repose, j'interdis à quelqu'un de venir lui faire des interrogatoires ou le déranger, il doit absolument se reposer, sinon vous le perdez. Et alors l'autre il lui dit, pouvez me l'écrire? Il dit, bien sûr je vous l'écris. Il écrit une ordonnance, et à ce moment-là, quand il arrive Dupaty le lendemain, pour aller faire son interrogatoire habituel, Forzinetti lui dit, désolé, j'ai un ordre du médecin, vous ne pouvez pas aller le voir. Comment vous avez appelé le médecin? Vous avez appelé le médecin sans me le dire. Écoutez, je ne pouvais pas faire autrement, regardez la tête qu'il a. Et là-dessus, Dupaty dit, de toute façon, on n'a plus rien à en tirer. Et donc il repart. Et c'est à ce moment-là, donc, au moment où on n'a plus rien à en tirer, au moment où on a l'impression qu'on sera obligé de le relâcher, parce qu'il n'y a pas de preuve, qu'il y a un type, Henri, qui ne veut pas laisser partir cette proie. Il pense que si on garde ce Dreyfus, lui, Henri, il va monter dans le grade. Henri, c'est le type qui faisait les petits papiers là, tout ça. Et lui, il se dit, c'est le bonhomme des petits papiers là. Il se dit, c'est moi qui l'ai découvert ce type-là. Maintenant que je l'ai dans les mains, je ne vais pas le laisser partir. Au contraire, il faut absolument qu'on fasse un procès et qu'on sache qui l'a trouvé. Et persuadé que grâce à ça, il deviendra le futur chef du bureau des statistiques, etc. Voilà. C'est quoi l'idéal pour un soldat de l'époque? Quand tu es simple soldat, c'est devenir lieutenant. Quand tu es lieutenant, c'est devenir capitaine. Puis après, c'est devenir commandant. Donc lui, il pense à ça. Il pense à sa carrière militaire. Et alors, et Mercier aussi d'ailleurs. Le général Mercier, la même chose. Seulement, quoi faire? Quoi faire pour obliger le gouvernement à garder Dreyfus en prison et à commencer un procès? Alors, il a une idée lumineuse, le Henri. Il va prévenir la presse. Et dans l'affaire Dreyfus, il y a un rôle énorme, pour la première fois, qui est donné à la presse. La presse est manipulée de tous les côtés, vous allez le voir. Et donc, il appelle, pas n'importe quel journal, bien sûr, pas n'importe quel journaliste, mais il appelle celui qui est l'éditeur de la Libre Parole, Édouard Drumont. Drumont, la Libre Parole. Qui c'est ce Édouard Drumont? Et pourquoi est-ce que Henri pense évidemment à l'appeler lui plutôt qu'un autre? Édouard Drumont, c'est un bonhomme qui est tellement antisémite. Il a sans doute eu un problème personnel avec les juifs comme la plupart des antisémites, mais lui, il en fait une obsession. Il a écrit, il y a quelques années, il a écrit un bouquin qui s'appelle La France juive. La France juive, c'est un pavé de 400 pages. Le thème du bouquin, c'est tous les malheurs qui sont arrivés en France depuis le début, depuis Vercingétorix, c'est la faute des Juifs, d'une manière ou d'une autre. Ok ? C'est très compliqué à prouver ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant des centaines d'années, il n'y avait pas de Juifs en France. Mais enfin, malgré tout. Vous connaissez l'histoire du iceberg? Vous connaissez le Titanic. Si, les deux antisémites qui discutent, il y a un qui dit à l'autre, tout est la faute des Juifs, il dit, tout n'exagère pas. Si, tout, l'affaire Dreyfus qui a divisé la France en deux, c'est pas la faute des Juifs. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Et l'affaire de Panama, et puis les problèmes israélo-arabes, c'est pas... Si, bien sûr. Et le Titanic qui a coulé, c'est pas vrai. Le Titanic qui a coulé. Oui, c'est la faute des Juifs. Non, mais pourquoi iceberg? Iceberg, c'est pas non juif, ça. Iceberg. Et pour un antisémite, tout est lié d'une manière ou d'une autre. Le bonhomme, il a écrit 400 pages pour montrer que l'histoire de France, les problèmes qu'ont eu les Français pendant toute leur histoire, c'est la faute des Juifs. Je l'ai lu le bouquin. Alors, tout? Oui, j'ai lu tout le bouquin. Ça se lit très vite. Ce qui est impressionnant, je vais dire où est-ce que je l'ai trouvé le bouquin. Je l'ai trouvé à l'université de Beersheba, parce qu'évidemment, c'est des bouquins que tu ne trouves plus dans le commerce. La France juive. Et alors, ce qui est très intéressant, je vais vous dire ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la première page de l'édition que j'avais dans les mains, c'était écrit
208e édition. Vous entendez? 208e édition. Ça veut dire que le bonhomme, il a écrit son bouquin, ça s'est vendu comme des petits pains. C'est tellement bien vendu que ça s'est écoulé en quelques jours. Et donc il a édité ça une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. 208 éditions. C'est-à-dire que c'est le best-seller. Si vous regardez dans Google, vous regardez l'histoire de la France juive, c'était à l'époque le best-seller, c'est-à-dire le bouquin qui se vendait le plus. Il en a fait un raccourci, l'essentiel de la France juive. Il a voulu écrire un bouquin qui s'appelait Le Monde juif. Le Monde juif, mais il n'a pas réussi à écrire le bouquin parce que c'est un peu trop truc. Et il était tellement content. Alors, et vous savez pourquoi est-ce que c'est arrivé à 400 pages dans la 208e édition? Parce qu'il le dit dans sa préface de la 208e édition. À chaque fois, il faisait une préface supplémentaire. Et il écrit dans sa préface ce livre représente le cri de tout un peuple. S'il a tellement de succès, c'est parce que modestement, je suis devenu le porte-parole de millions de gens qui pensent comme moi. Et en effet, il recevait de la part de ses lecteurs plein de lettres de gens qui disaient « Ah, Drummond, vous m'avez pris les mots de la bouche, mais si vous m'aviez dit avant de publier ce livre que vous avez publié, je vous aurais raconté l'histoire de ce juif qui... » Et le type raconte l'histoire de son voisin qui a ouvert un magasin juste à côté de lui, il lui a pris les clientèles, etc. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'édition suivante, lui? Eh bien, il rajoute. Donc évidemment, la période contemporaine, c'est la plus grosse sur les 400 pages, il y en a 200, c'est la période contemporaine. C'est des lettres qu'on appellera plus tard de dénonciation dans la période de Vichy. Les gens qui disent voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils vont faire. Et lui, il rajoute. Ça a tellement de succès qu'il décide de créer un journal, la Libre Parole. Tous les jours, un journal. Et en sous-titre, la Libre Parole, journal antisémitique de France. C'est-à-dire que l'antisémitisme en France, à l'époque, c'était pas un délit, c'était une opinion. T'es antisémite, ben ça se discute, tu peux être pour, tu peux être contre, mais c'est légitime. Non seulement ça marche au journal, et surtout à l'armée, Henri il est abonné bien sûr, c'est pas le seul, mais à part ça, ça se vend tellement bien, il se dit, pourquoi pas faire un parti politique? Et il crée un parti politique, le Parti antisémite de France. PAF. Je dis Drummond. Je dis PAF parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Soral et Dieudonné ont créé un parti qui s'appelle le Parti antisioniste de France, PAF. Et Dieudonné, sans doute, il ne devait pas être au courant, parce qu'il n'a aucune culture de rue, mais Soral, sûrement, il devait savoir que ce n'était pas pour rien. Il va sur les traces de Drummond, Parti antisémite de France. Et d'ailleurs, il s'est fait élire, Drummond, à l'Assemblée nationale, au bout d'un moment. Pas à l'époque, juste après. Il a été élu dans la circonscription d'Alger. Bon, l'Algérie fait partie de la France. Alger, c'est un département français, et il va se présenter là-bas à Alger. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus antisémite de France, l'Algérie. Il y a beaucoup de soldats. Ouais. D'abord, il y avait beaucoup de soldats. Et ensuite, c'était pas encore la guerre d'Algérie, hein, mais c'était très antisémite. Pourquoi? Bon, les Arabes, ils votaient pas, de toute façon, les Arabes là-bas. Ils n'étaient pas français, ils votaient pas. Mais les Français, les colons qui étaient en Algérie, pourquoi ils étaient antisémites? C'est pourquoi? Je vous le dis, parce qu'il y avait un bonhomme qui s'appelait Crémieux à l'époque, qui a donné, avec le décret Crémieux, il a donné à tous les juifs algériens, ils sont devenus du jour au lendemain français. Tous les juifs algériens sont devenus français. Crémieux, il était juif lui-même. Et il a décidé que tous les juifs d'Algérie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, regarde, nous on est venus, les Français sont arrivés en Algérie, ils ont été mal accueillis par les musulmans, etc. On se demande pourquoi. Et par contre, il n'y a que les juifs en Algérie qui sont là-bas depuis des siècles et des siècles, il faut avoir les musulmans. Il n'y a que les juifs algériens qui sont contents que les Français arrivent. Il dit, voilà, il y a des gens qui sont pour la France, autant leur donner le droit de vote. Et alors pourquoi les Français qui sont arrivés là-bas, ils étaient antisémites? Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le petit juif de Gardaïa, là, qui ne parlait même pas français, il est avec son djellaba et son machin et son truc, pourquoi lui, il pourrait voter comme moi? Et moi, je suis un colon français, je vote, c'est normal, je suis français. Mais lui, là, il s'appelle Ben Haïm, je sais pas quoi, on ne sait même pas comment prononcer son truc, il parle arabe, il mange du couscous comme ces arabes, là, et lui, il devrait voter, et donc ils étaient vachement antisémites. Et c'est pour ça que lui, il s'est fait élire là-bas. Bon, bref, ça c'est Drummond. Donc, je reprends mon histoire. Henri appelle Drummond au téléphone, et il lui dit, mon cher Drummond, j'ai des révélations à vous faire qui vont vous intéresser énormément. Elle dit, déjà vous m'intéressez. Où est-ce qu'on se rencontre? On se rencontre au café habituel. Là, on s'était vu il y a 6 mois, vous vous rappelez? Absolument. Je me rappelle très bien, mais j'espère que ça vaut la peine, hein, cette fois-ci. Mais ça vaut grandement la peine.
Rappelez-moi, Drummond, quelle est la campagne que vous faites depuis des mois? La campagne de votre journal depuis des mois. C'est pas contre la présence des Juifs à l'armée? Bah oui, ça fait. On ne sort pas un seul numéro sans parler de ça. Comment est-ce qu'on ose donner aux Juifs la possibilité d'être à l'armée et d'avoir entre les mains des secrets militaires? Eh bien, c'est là-dessus que je voudrais vous entretenir. Vous comprenez, le Drummond, qu'est-ce qu'il est excité le lendemain? Il arrive. Alors, Henri, qu'est-ce que vous allez me dire? Écoutez-moi, on a trouvé un traître. Il s'appelle Dreyfus. Dreyfus, c'est extraordinaire ça. Oui, mais alors écoutez bien, le gouvernement qui l'a arrêté il y a quelques jours, il est prêt à le relâcher, figurez-vous. Mais pourquoi? Mais parce que la juiverie est en marche et ils font toutes sortes de choses pour essayer de le forcer à relâcher. Quelle traite ces gouvernants, mais quelle lâche! Écoutez Drummond, ça dépend que de vous. Si vous savez comment utiliser l'information, je vous fais confiance. Dreyfus restera en prison. Faites-moi confiance, Henri. Il ne sortira pas si vite. Et à ce moment-là, Drummond, qui est un très bon journaliste, il dit pas tout en une seule fois. Le lendemain, sur toute la première page de la Libre Parole, il y a écrit « Est-il vrai qu'un officier juif aurait été arrêté depuis plusieurs jours pour haute trahison ?» Voilà le titre de la première page. Évidemment que tout le monde commence à en parler. Mercier, il n'était pas au courant qu'on allait parler à Drummond, mais il est très content. Vous comprenez pourquoi il fait tout ça, Henri? Parce que si on en parle dans la presse, le gouvernement est obligé de garder Dreyfus et de faire un procès. Parce que si le gouvernement le libère comme ils avaient pratiquement décidé de le faire, qu'est-ce que maintenant les gens vont dire? Vous êtes mou, vous êtes au service des Juifs, vous êtes mou, vous mettez les intérêts des Juifs avant les vôtres, etc. Donc, pour garder une bonne presse, ils vont être obligés de garder Dreyfus. Il a exactement réussi ce qu'il avait voulu faire, le Henri. Et Lucie, le communiste était au courant. Ils sont tous au courant. C'est-à-dire, ils sont tous au courant que Dreyfus est arrêté, mais ils n'étaient pas au courant de la machination de Henri. Ils ne savaient pas. Ouais. Mais ils sont pris au piège, si vous voulez. Là-dessus, Lucie voit qu'on parle de son mari dans le journal, même si on n'en parle pas de manière ouverte. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent que cette fois-ci, elle peut téléphoner à Mathieu et que finalement, ce secret, vous savez, si tout le monde en parle, donc on en parle. Donc elle téléphone à Mathieu et elle lui dit: Mathieu, il faut absolument que tu viennes, mais alors le plus vite possible, c'est très très grave. Il dit: tu ne peux pas m'en parler au téléphone, je ne peux pas t'en parler. Viens tout de suite. Il prend le premier train de Strasbourg pour arriver Gare de l'Est, et en descendant à la Gare de l'Est le lendemain matin, parce que c'était pas le TGV à l'époque. Donc il arrive le lendemain matin, et le lendemain matin, nouvelle édition de Libre Parole, le capitaine Dreyfus a été arrêté. Donc, tu vois comment il fait ça, Drummond, petit à petit il donne les informations, il ne dit pas tout d'un coup, ce qui fait que les gens sont intéressés pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, etc. Et donc il sort, le pauvre Dreyfus, Mathieu, il sort du train, il arrive au kiosque de la Gare de l'Est, et il voit en gros, sur la Libre Parole, son nom, Dreyfus a été arrêté. Il achète, sur un coup de folie, tous les journaux du kiosque de la Gare de l'Est. Après, il réfléchit qu'il est un petit peu stupide parce qu'il y a d'autres kiosques dans Paris. Il n'arrivera pas à faire en sorte que personne ne lise le journal. Enfin, il arrive, excité et énervé à la maison, chez Lucie, et il dit à Lucie: tu as vu? Il dit: bien sûr j'ai vu. Bien sûr j'ai vu. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ça fait combien de temps? Il savait presque 2 semaines maintenant. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne pouvais pas, il y a un fou. Viens, je t'explique. Et elle lui explique l'histoire. Et Mathieu dit: mais c'est sûrement une erreur. Alors Mathieu, comme Lucie bien sûr, à aucun moment ils ont eu le moindre doute. Ils connaissent bien Alfred, c'est sûr qu'il ne va pas trahir. Il n'a aucune raison. C'est sûr, il a tout laissé tomber pour la France. Il a pas. Donc Mathieu est persuadé que c'est une erreur judiciaire. Mais seulement maintenant, il faut essayer de le prouver. Pour ça, il faut un avocat. T'inquiète pas, Lucie, moi je connais des gens. Et il appelle ses connaissances. Personne ne veut l'aider parce que c'est une affaire tellement délicate. Et en France, on est en train, dans tous les journaux, passant des journaux d'extrême droite, de taper sur les traites, sur les juifs. Même Jean Jaurès, qui est donc le chef du parti socialiste, etc., même lui, il dit: est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop vite dans l'émancipation aux juifs? Est-ce que
ça devient la grosse histoire. Est-ce qu'on ne doit pas revenir en arrière sur les lois, etc. Et donc, personne ne veut se mouiller et il ne trouve pas d'avocat. Il y en a un, le dernier à qui il téléphone, qui est un avocat très connu qui s'appelle Maître Demange. Il lui dit, écoutez, voilà, je vous appelle parce que mon frère a besoin d'un avocat et je sais que vous êtes spécialiste de ce genre de choses, est-ce que vous voulez nous aider? Et Demange lui dit, écoutez, monsieur le référé, je vais vous dire, pour moi le principe est simple, je parle avec le bonhomme, s'il arrive à me convaincre de son innocence, je suis avec vous jusqu'au bout, quels que soient les risques que je prends. Mais si jamais je ne suis pas convaincu de son innocence, mais au contraire de sa culpabilité, non seulement je refuserai de vous aider, mais je le dirai à tout le monde pourquoi j'ai refusé. Et Matthieu lui dit, mais faites-le, c'est exactement ce que j'attends de vous, allez-y, parlez-lui. Et maintenant, donc, on sait où est-ce qu'il est, parce qu'on est obligé de lui dire, donc il est à la prison du Cherche-Midi, et pour la première fois, Dreyfus, Alfred, rencontre Demange, l'avocat. 2 semaines après son arrestation. Oui, 2 semaines après son arrestation. Demange donc parle avec Dreyfus, et il est tout de suite, comme Forzinetti, convaincu de l'innocence du capitaine, qui lui dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est un vrai cauchemar, comment va Lucie, etc. Il revient, il dit à Mathieu, je suis votre homme. Je suis votre homme, à mon avis, je ne sais pas ce qu'ils ont dans les mains, mais il ne doit pas avoir grand-chose. Votre frère respire l'innocence. Et donc, ils sont maintenant 5 à croire que Dreyfus est innocent. C'est Lucie, c'est Mathieu, c'est Forzinetti, c'est Demange et c'est Alfred Dreyfus. Mais dans toute la France, c'est-à-dire, comprenez, même les Juifs ne sont pas sûrs. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils font les Juifs français pendant ce temps? Tout le monde parle que de ça, et eux, ils n'en parlent pas. Je suis allé voir les archives en France, je suis allé voir les archives de l'Univers israélite. L'Univers israélite, c'est le journal juif de l'époque que les Juifs lisaient. Et j'ai pris les numéros de l'époque. Pas un mot. C'est-à-dire, on vit une époque où tous les journaux ne parlent que de ça, et le journal juif, rien, pas un mot. Ils avaient tellement peur, les Juifs. C'est-à-dire, c'est à la fois la peur et la honte aussi. C'est-à-dire, ils se disaient, bon, ce qui s'est passé avec Dreyfus, on ne sait pas. C'est sans doute une erreur, mais tant que la justice n'a pas dit son mot, on ne peut rien dire. On ne va pas commencer à défendre un bonhomme, et si après il s'avère qu'il est coupable, on aura l'air de quoi? Donc il vaut mieux rien dire du tout. Mais ils avaient aussi très peur de voir ce déferlement d'antisémitisme qu'eux ils croyaient révolu. C'est-à-dire ils savaient qu'il y avait de l'antisémitisme. On savait bien sûr que dans les mouvements d'extrême droite, Drummond et compagnie, il y avait, on pensait que c'était une fièvre d'un phénomène qui appartient au passé, etc. Et puis de voir tous ces gens-là qui tout à coup se posent la question s'il ne faut pas reprendre les droits qu'on a donnés aux Juifs il y a 100 ans. Évidemment, les Juifs sont très très choqués de tout ça, mais ils disent rien, ils préfèrent regarder profil bas, on n'en parle pas, en espérant que ça va se calmer tout seul. Finalement, le procès a lieu. Le procès de Dreyfus a lieu, mais regardez comment est-ce que le gouvernement, qui sait qu'il est piégé, il sait qu'il n'a rien dans les mains, comment est-ce qu'il va faire pour essayer d'éviter qu'on relâche Dreyfus? On va faire un certain nombre de choses. Premièrement, eh bien, comme Dreyfus est un militaire, et que son crime, il l'a commis en tant que militaire, il sera donc jugé, non pas par des civils, mais par des militaires. Donc il sera dans une justice militaire. Alors la justice militaire, vous savez, c'est des soldats qui ont une formation un petit peu juridique, qui deviennent juges. C'est-à-dire, donc il est jugé par ses pairs, il est jugé par des militaires. Pourquoi c'est mieux pour l'armée? C'est mieux pour l'état-major, parce qu'on a quand même plus de pression, de moyens de pression avec des juges militaires qu'avec des civils. Les civils, on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête, peuvent être complètement indépendants. Les militaires, on peut les manipuler un petit peu. Par exemple, le général Mercier, il ose faire la déclaration avant le début du procès, et il dit à la presse, nous avons les preuves de la culpabilité de Dreyfus. Il s'appelle le général Mercier. Donc les militaires qui sont là pour juger, ils ont un grade au-dessous. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir dire le contraire de leur supérieur hiérarchique? C'est très compliqué. Sauf que c'est quand même des juges, c'est-à-dire s'ils ont une certaine conscience et qu'il n'y a pas de preuve, ils finiront quand même par le relâcher. Enfin, c'est déjà un point qu'ils ont marqué eux. Et puis deuxième chose, ils décident le huis clos. C'est ce que c'est le huis clos? Le huis clos, ça veut dire personne ne peut rentrer dans le procès. On ferme les portes. Il n'y a qu'un représentant de la famille, donc Mathieu. Il y a évidemment la défense qui est là, mais il n'y a pas de public. Et quand il n'y a pas de public, alors c'est plus facile de dire ce qu'on a envie de dire sans obligatoirement se faire critiquer. Pardon? Lucie n'a pas pu rentrer, c'est Mathieu qui était rentré. Bon, bref, le procès a lieu, il ne dure pas longtemps, quelques jours. Et Demange, de jour en jour, il est satisfait, de jour en jour, il est confiant.
parce qu'il attend, il dit ils vont bien sortir les preuves. Là. Il n'y a rien qui sort. Bon, il y a bien des gens qui disent il a été mal noté une fois par un supérieur, enfin rien quoi. Et il demande évidemment, quand il fait sa plaidoirie, il dit un bonhomme qui a l'argent pour lui, qui a toute sa vie, qui a en fait une ambition, etc. Qu'est-ce qu'il va risquer tout ça? Pourquoi? Pour un truc qu'il n'a pas besoin, etc. Donc, il démonte les arguments, et puis il attend les preuves, et on lui montre le bordereau. C'est-à-dire le type, on montre le document, le bordereau en question, il défile chez les juges. D'ailleurs, on remet un fac-similé à chaque juge pour qu'il ait en face des yeux. On fait défiler les graphologues, pas ceux qui ont dit qu'il n'y avait aucune ressemblance, bien sûr, ceux-là, on ne les appelle pas. Mais le type qui a dit peut-être à condition de hop, celui-là, il vient. On appelle un autre qui s'appelle Bertillon. Alors celui-là, fou, il prouve que c'est. Il fait pendant 20 minutes, il fait un exposé sur la barre du thé. Il dit, regardez bien la barre du thé, c'est la barre du thé de Dreyfus. Ah oui, c'est pas exactement là, c'est parce qu'il a fait comme ça. Et les types se demandent s'ils ne sont pas dans un cirque. Et le type essaie de prouver. Et Demange, il est là. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? C'est sur la base d'une barre de thé qu'on va pouvoir prendre quelqu'un et lui gâcher sa vie. C'est impossible. À la fin du procès, il va voir la famille et il leur dit, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune chance que le bonhomme soit condamné. C'est pas seulement lui qui pense comme ça, c'est tout le monde qui pense comme ça. Y compris l'armée, y compris Henri. Et les juges aussi, ils voudraient bien faire plaisir à leur supérieur et le condamner, mais sur la base de quoi? Rien. Alors, Mercier est de plus en plus peur, parce que c'est encore pire, vous comprenez? Si on fait le procès, après qu'on a fait tout un tralala dans la presse, si on fait le procès et qu'on le perd, ça veut dire qu'on est vraiment des incapables. On arrête un bonhomme alors qu'on n'a rien du tout avant d'arrêter, vous vous rendez compte? Donc il faut absolument trouver des preuves. Et Mercier n'arrête pas pendant tous les jours du procès de dire au chef d'état-major, les preuves, vous les avez? Écoutez, on n'a toujours rien. Mais enfin, trouvez-les! Le chef d'état-major, il se fait engueuler par Mercier, il engueule le sous-chef d'état-major, alors ces preuves! Écoutez, mais trouvez-les! Et le sous-chef d'état-major, il engueule le chef des statistiques, alors ces preuves! Mais trouvez-les! Et le chef des statistiques, il engueule qui? Henri! Alors ces preuves, Henri! Mais trouvez-les, mon Dieu! Et qu'est-ce qu'il comprend, Henri? Il comprend que les preuves, puisqu'il n'y en a pas, il doit les fabriquer. Et c'est comme ça que la veille du verdict, il ne dort pas de la nuit, le Henri en question, il fouille les archives des statistiques, il crée des faux. Des faux un petit peu vulgaires, d'ailleurs des faux où on voit que c'est un faux quand on connaît un petit peu le métier. Enfin, quand on le voit comme ça, quelques minutes, on ne peut pas le savoir. Comment il fait des faux? Il prend des trucs de l'allemand en question, des vraies lettres qu'il a trouvées dans la corbeille, et puis il rajoute un petit mot. Donc il prend la lettre D qu'il a écrit une fois dans un truc qui n'a rien à voir, il découpe la lettre D, il met un point, et puis le mot canaille, il a écrit une fois canaille parce qu'il écrivait en français aussi l'ambassadeur, enfin le bonhomme en question. Il écrivait en français quand il écrivait à son copain italien. Alors il écrivait des lettres en français. Donc il a écrit le mot canaille, il a mis un mot canaille. Alors le type prend les trucs, il met ce canaille de D. Et c'est en fait un montage. Et ça devait servir de preuve. Et puis bon, c'est pas assez fort. Alors à un moment, il écrit Dreyfus quelque part. Et puis il prend un papier où il y avait un vrai traître, il y a quelques années. Il change juste la date. Enfin des faux, quoi. Il en fait comme ça 4-5 de documents faux. Et il donne ça à un représentant militaire qui, au moment des délibérés, vous savez ce que c'est délibéré? C'est quand ils ont terminé de juger, qu'est-ce qu'ils font les juges? Eh bien, ils se réunissent ensemble et puis ils doivent dire si oui ou non le type est coupable. Et au moment des délibérés, il y a un copain du service statistique, mandaté par Dupaty, par toute la clique et par Henri, etc. Il arrive avec un dossier comme ça, c'est le dossier Henri, c'est ce qu'on appelle les faux Henri, et puis il arrive comme ça, il pose ça sur la table, alors que les juges sont autour, et ils disent les preuves sont là, messieurs, faites votre devoir, l'armée vous fait confiance. Il s'en va. Très dramatique comme ça. Un des types du service statistique, il arrive en truc militaire, hein. Il dit voilà, les preuves sont là, faites votre devoir. Alors, les autres sont tellement impressionnés qu'ils ne se posent même pas la question de l'illégalité énorme d'apporter des preuves à charge à des juges alors que personne d'autre les a vues. C'est-à-dire que normalement, quand tu accuses quelqu'un sur la base de quelque chose, il y a la défense qui doit absolument le voir pour pouvoir dire ce qu'elle en pense. Et là, Demange n'est pas du tout au courant. Et c'est donc une illégalité énorme. Mais ils sont tellement contents d'avoir enfin des preuves, ils ne pensent même pas que c'est illégal.
Et puis, ils lisent des trucs, cette canaille de D, machin, etc., etc. Ils reviennent après le délibéré, et à l'unanimité des 3 juges, ils déclarent Dreyfus coupable de haute trahison, condamné, premièrement, à la dégradation publique, qui est une humiliation terrible pour un militaire, et deuxièmement, à la déportation à l'île du Diable jusqu'à la fin de ses jours. Déportation à l'île du Diable, c'est un département d'outre-mer qui appartient à la France. Quand on est là-bas, on ne revient jamais. C'est un truc, il est tout seul, voilà. Et il n'est pas condamné aux travaux forcés, vous voyez, mais... Arabiler אני באמצע שיעור, אתה מוכן? עוד אחד. משהו כזה, טוב? L'île du Diable. Donc, dégradation et déportation. Demange n'en revient pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et évidemment, les Juifs de France n'en reviennent pas non plus. Ils attendaient que l'innocence de Dreyfus pour pouvoir enfin parler et critiquer ceux qui s'étaient comportés de manière antisémite. Mais là, les juges, la justice française, militaire d'accord, mais justice quand même, a décidé qu'il était coupable, sans doute qu'il est coupable. À l'unanimité en plus. Donc ils sont vraiment perdus. Le pauvre Mathieu, il dira qu'il a essayé de trouver des gens pour l'aider, mais les portes se refermaient les unes après les autres. Et puis finalement, la dégradation doit avoir lieu en janvier, donc dans la cour de la caserne militaire de Paris. Alors la dégradation, comment ça se passe? Vous avez une cour immense dans la caserne, et vous avez là-bas les soldats. C'est une grande cérémonie qui est faite toute pour humilier le bonhomme qui doit être dégradé. Et on convie à l'intérieur de la cour des représentants politiques. Donc vous avez des ministres, vous avez des députés, et vous avez des représentants de la presse qui sont là également, qui assistent à la scène. Le public ne peut pas rentrer dans la caserne, mais le public se trouve de l'autre côté de la rue, et depuis 6 heures du matin, la dégradation devait avoir lieu à 9 heures, depuis 6 heures du matin, les gens se précipitent pour voir la dégradation du juif, parce que c'est un spectacle excitant de voir un bonhomme humilié en public. Et donc, voilà, ils accourent tous, il n'y a plus une seule place, ils sont tous devant les grilles, il y a ceux qui sont aux portes des fenêtres, il y a ceux qui sont aux fenêtres, ouais, et ils regardent tout ce qui se passe, et ils attendent le moment. Je vais vous lire simplement la description de la dégradation faite par Maurice Barrès. Maurice Barrès est un écrivain, journaliste, de droite, d'extrême droite, antisémite aussi. Mais il écrit vachement bien, il écrit très bien, et il a beaucoup de facilité et pour écrire et pour parler. Et voilà comment est-ce que Barrès, dans son journal, décrit la dégradation du capitaine Dreyfus. C'est à la page 3. Pardon ? Non, c'est pas merci, non, c'est des gradés, des hauts gradés militaires. Les politiques ne touchent pas à tout ça. Le principe, le symbole, c'est que l'armée décide qu'il n'est plus digne d'être un des leurs. C'est eux qui font ça. La dégradation de Dreyfus, regardez. Quand 9 heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes et que les cavaliers mirent sabre au clair. C'est quoi sabre au clair? Le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. 4 hommes. Au milieu, le traître, tout raide. Sur un côté, l'exécuteur, véritable géant. C'est vrai qu'il était géant. Vous voyez dans le dessin là, il était très très grand. Le type, ouais, c'est vraiment un géant. Il faisait quoi, je m'en prie? Vous allez voir tout de suite. Donc au milieu, donc, le traître tout raide, et sur le côté, l'exécuteur, véritable géant. Les 5 ou 6 000 personnes, qui mouvaient cette tragique attente, eurent une même pensée. Judas marche trop bien. Parce que Dreyfus il avait écrit à sa femme juste avant, il avait dit, ils veulent que je baisse la tête, ils veulent que je m'effondre, mais je saurai me montrer digne de la famille. Comme ça il dit. Et donc il fait un effort pour marcher la tête haute et droite. Mais quand tu fais un effort pour marcher la tête haute alors que tu es dégradé publiquement, alors les autres, ils prennent ça comme une sorte d'arrogance. D'accord ? Alors il dit, il marche trop droit. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle Judas ? Parce que Judas, évidemment, Judas, c'est le premier traître. C'est celui qui a trahi Jésus le soir du Seder, la scène,
vous rappelez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Donc Jésus qui fait à ses apôtres, avant que le coq ne sonne, c'est donc avant la décharge, l'un de vous m'aura trahi. Et en effet, les Romains viennent arrêter Jésus juste avant que le soleil ne vienne. Et c'est Judas, bien sûr, qui l'a trahi. Alors, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Judas, parce que Judas c'est Yud, Judas c'est juif. Donc, vous comprenez que dans une connotation française et chrétienne, vous prononcez le mot Judas, juif, et il y a déjà une connotation de trahison, avant même de dire quelque chose. Il faut comprendre que dans ce que certains appelaient l'éducation de la haine, l'éducation du mépris, c'est un machin qui a duré pendant des siècles et des siècles. Écoutez, moi je suis pas très vieux. Ben non, je suis pas très vieux. Non, parce que je vois que je suis pas très vieux. Ben moi je me rappelle quand j'étais encore plus jeune que maintenant, c'est-à-dire très petit en fait. On était à Lyon, et ben chaque année avant Pâques, c'est donc la fête chrétienne de Pessah, c'est là où Jésus s'est fait arrêter, ok? Et ben avant Pâques, à la télé, chaque année, on avait une télé à la maison, elle était en noir et blanc. Ouais, peut-être que je suis quand même un peu vieux alors. Elle était en noir et blanc, et il passait le film La Passion de Jésus. La Passion de Jésus, c'est l'histoire des derniers moments de la vie du bonhomme. Et là, tu vois la foule des Juifs à Jérusalem qui crient « À mort! À mort !» avec des... C'est un film antisémite dans l'âme. Et je vous parle des années 70, 60, 70 en France. Ils passaient ça parce que c'était un truc chrétien, machin, c'était avant les Pâques. Et moi, franchement, je n'aurais pas été juif, je serais sorti dans la rue pour tabasser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient, hein, les chrétiens, en fait. Pendant des siècles et des siècles, à Pâques, ils écoutaient le sermon du curé, qui racontait comment Jésus a été trahi par les Juifs, etc. Et après, quand ils sortaient de là-bas, il ne fallait pas se balader dans la rue quand tu étais juif. Hein. C'est pour ça qu'à Pessah, des fois, ça tombe en même temps que Pessah. Vous savez qu'à Pessah, les Juifs, à un moment, on doit ouvrir la porte pour Shpoch Hamatra. Les Juifs avaient très peur d'ouvrir la porte parce qu'ils avaient peur qu'on entende qu'ils font le sévère et que ces excités-là qui sortent maintenant de l'église, ils vont savoir ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer dans la maison, etc. Donc Judas marche trop bien. Un spectacle plus excitant que la guillotine, fiché dans les pavés à l'aube du jour, place de la Roquette. C'était un heureux de ce monde, méprisé, abandonné de tous. Je suis seul dans l'univers, aurait-il pu s'écrier. Et dans ce désert, il allait d'un pas ferme, la mâchoire haute, le corps tout d'une pièce, la main gauche sur la poignée du sabre, la droite balancée. Son chien eût-il léché ces mains-là? Son chien eût-il léché ces mains-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il évoque un dégoût, ce bonhomme. Même un chien ne voudrait pas lui lécher. Vous sentez la haine que celui-là en France. C'était pas de la Roquette. Place de la Roquette, c'est là comme il y a la guillotine. Donc c'était pas... Il dit c'est plus excitant que le spectacle de la guillotine, place de la Roquette. D'accord. Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arrive jusqu'à 4 pas du général, figé sur son cheval, pour s'arrêter brusquement. Les 4 artilleurs reculèrent, le greffier par là, la silhouette rigide ne bronche à point, sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence. Je suis innocent. Tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait, si vite et si lentement, de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiotait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand, sur le genou, il lui brisa le sabre. Après quelques secondes, et quand il demeura déshonoré et désarmé, les poussées instinctives de la foule réclamèrent avec plus de fureur qu'on tuât ce bonhomme doré devenu un bonhomme noir. Mais la loi le protégeait pour lui faire subir des outrages réglementaires. Judas, jusqu'à cette heure, avait été un petit point immobile battu par tous ces vents de haine. Maintenant, comme un pilori qui marche, il doit être approché des regards de tous. Il défile. La muraille militaire dont il fait le tour contient ses rages, mais semble prête à crever de fureur. À chaque instant, je crois qu'un sabre se lèvera. La foule sur les grilles, sur les toits, réclame toujours sa mort. Quand il s'avança vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique. C'est quoi un nez ethnique? C'est un nez juif. D'accord. Sur son nez ethnique. D'accord. L'œil. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je sais pas. L'œil, je sais pas quoi. Et sec. Toute la face dure qu'il bravait, il s'écria, que dis-je? Il ordonna d'une voix insupportable, vous direz à la France entière que je suis innocent. Judas, traître, ce fut une tempête. Fatale puissance qu'il porte en lui, ou puissance des idées associées par son nom. Des idées associées par son nom.
C'est-à-dire que quand tu dis Dreyfus, ça résonne juif, Judas, traître, tu n'as pas besoin de dire autre chose, c'est des idées associées par son nom. Le malheureux détermine chez tous des décharges d'antipathie. Sa figure de race étrangère, sa raideur impassible, toute son atmosphère révolte le spectateur le plus maître de soi. Cette haine de Barrès, c'est la haine de tous ceux qui sont là-bas et qui regardent tout ça. Il y a un autre type qui va être complètement bouleversé par cette haine, c'est un journaliste. Non, pas encore de là. C'est un journaliste viennois qui, depuis quelques mois, nommé par son journal en France. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y avait, en Europe, il y avait 2 capitales d'Europe. Il y avait la capitale de la francophonie, c'était Paris, avec la culture française, avec les nuits de Paris, etc., avec la gastronomie française, tout ça. Et puis, il y avait l'autre capitale, la capitale germanophone, c'était Vienne. Vienne, la capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et Vienne, c'était l'autre capitale germanophone cette fois-ci. Et puis, il y avait une rivalité, bien sûr. Alors, à Vienne, c'était les valses, les trucs, vous voyez, l'empereur, les petites pâtisseries également viennoises et tout ça. Et il y avait évidemment, pour un journal aussi important que le Neue Freie Presse, la nouvelle presse libre de Vienne, alors, un poste qui était très important, c'était le représentant du journal à Paris. Eh bien, le type qui avait réussi à avoir le poste s'appelait Theodor Herzl. Un type qui faisait des pièces de théâtre, qui était plus ou moins connu à Vienne, un juif assimilé, qui doit couvrir la vie parisienne. Donc il arrive à Paris, il est amoureux de Paris tout de suite, il a une facilité pour les langues en plus, il apprend le français très rapidement, il parle bien français. Et, comme tous les autres journalistes, il a le droit à rentrer à l'intérieur de la cour militaire pour assister aux premières loges à la dégradation du capitaine Dreyfus. Lui aussi, comme Barrès, il est sensible à cette haine extraordinaire qu'il ressent de la part de la foule et de la part des militaires. Et ça va complètement bouleverser sa vie, puisqu'en sortant de là, ce Herzl va se dire que si en France, 100 ans après la Révolution, les gens, quand il y a un juif traître, crient dans la rue « Mort aux juifs !» au lieu de crier « Mort aux traîtres !» ça veut dire qu'il est absolument impossible d'ôter l'antisémitisme de certains non-juifs, et que cette plaie, elle sera là tout le temps, et que pour résoudre le problème juif, donc, la seule solution possible, c'est de sortir les juifs des antisémites. Et alors, il pense à faire un État où il n'y aurait que des juifs, un État où c'est les juifs qui régleront l'État, qui seront autonomes. Il écrit donc, dans la fièvre de l'affaire Dreyfus, en quelques semaines, il écrit un papier qui s'appellera l'État des Juifs. Judenstaat, l'État des Juifs, c'est comme ça que va se créer le mouvement de Herzl, qui s'appellera le sionisme. Donc, comme vous voyez, l'affaire Dreyfus a des répercussions très importantes avant même qu'elle commence. Parce que, en fait, l'affaire ici, on dirait qu'elle vient de se terminer. En fait, elle ne fait que commencer. Dreyfus, après avoir été complètement humilié et complètement dégradé, quelques temps plus tard, il est amené au Havre, et de là-bas, on prend le bateau pour aller à l'île du Diable, dans lequel, normalement, il est censé partir dans l'oubli. Et tout le monde est content, surtout Henri qui attend que son supérieur prenne la retraite, ce qui ne devrait pas tarder, comme ça il sera nommé à sa place. Mercier qui reçoit les honneurs de la presse, grâce à Mercier, le gouvernement a mis la main sur le trait, etc. Tout le monde est content. Les seuls qui ne sont pas contents, c'est le pauvre Mathieu et Lucie, et Demange qui depuis il n'arrive pas à en placer une, il ne parle pas, il est complètement, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne comprend pas, chaque fois qu'il le voit, il dit je ne comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas ce qui s'est passé. Et le pauvre Mathieu, qui essaye de dire attends, c'est une erreur judiciaire, après tous les procès, même quand ils sont terminés, eh bien on peut les réouvrir, il suffit de trouver une nouvelle pièce, et quand on trouve une nouvelle pièce, eh bien on a le droit de rouvrir le dossier. Alors il part à la recherche de cette nouvelle pièce. Malheureusement, chaque fois qu'il téléphone à quelqu'un, que ce soit un politique, un journaliste ou n'importe qui d'autre, on lui ferme gentiment la porte et quelquefois violemment la porte, et il se retrouve tout seul. Il écrira dans son journal, il dira jamais je me suis senti aussi seul. Et un jour de déprime, il va voir Demange, il dit je fais quoi? Et Demange lui dit écoutez, vous devriez voir Franz Hippolyte.
suis allé voir Forzinetti. Lui, depuis le début, il est convaincu qu'il est innocent, votre frère. Et je sais bien, il m'avait déjà dit ça, mais c'est un directeur de prison, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'est ni politique, ni journaliste, ni avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoutez, allez le voir, il connaît plein de gens. Bon, ben, j'y vais. Il va rien faire. Il va voir. Moi, j'étais pas au courant des preuves. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il ne peut même pas imaginer. Demange, ça va être un des derniers à admettre que c'était un complot antisémite. Lui, c'est un bonhomme, il croit à la justice française. C'est pas possible. S'ils ont dit qu'il est coupable, il est coupable. Mais de quoi? Il n'a pas imaginé. Donc il va voir Forzinetti, Mathieu, et il lui dit écoutez, Demange me dit que vous savez que mon frère est innocent. Il dit, je n'ai absolument aucun doute. Depuis le moment où je l'ai vu la première fois, je le sais déjà. Écoutez, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas le laisser crever là-bas, il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Et Forzinetti lui dit, mais je ne comprends pas. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est porter l'affaire dans la presse par des journalistes qui sont des journalistes courageux et qui croient en l'innocence de votre frère. Mais vous en connaissez, vous, des journalistes qui croient en l'innocence de mon frère? Je lis les journaux, il n'y en a pas un. Soit il se taise, soit il l'accable. Vous connaissez un qui... Et puis qui soit suffisamment courageux pour aller à contre-courant. Je ne connais pas. Je dis, comment ça, vous ne connaissez pas? Et Bernard Lazare? Vous n'avez pas pensé à Bernard Lazare? Pourtant, c'est un de chez vous. C'est un de chez vous, Bernard Lazare. Bernard Lazare? Mais quel rapport à Bernard Lazare? Bon, c'est vrai que Bernard Lazare, c'est un journaliste juif. Il est né en province, à Nîmes. Et puis... il voulait faire des études à Paris, donc il est monté à Paris, il a commencé à étudier un petit peu de droit, sciences politiques, etc. Et j'arrive bientôt, vous inquiétez pas. Et une fois qu'il arrive là-bas, à Paris, impressionné par le monde politique, etc., il laisse tomber ses études de droit. Lui, ce qu'il veut faire, c'est le journalisme. Et il est très proche d'un milieu un peu dangereux quand même, extrémiste. On appelle ça les anarchistes. Vous connaissez les anarchistes? L'anarchie, qu'est-ce que c'est l'anarchie? C'est un mouvement politique qui dit que les lois, tout ça, ça sert à rien. Les gens, ils ont un sens commun, ils peuvent très bien se gérer entre eux. Voilà, il faut faire confiance un petit peu aux êtres humains. Pas besoin de faire des lois, pas besoin de justice, pas besoin de flics, tout ça. Les flics, la justice, ça, c'est des moyens qu'ont pris les puissants pour exploiter le bas peuple. Vous voyez, c'est des gens qui sont à l'extrême gauche de la gauche. Et lui, le Bernard Lazare, juif assimilé, complètement assimilé, il arrive à Paris et il se prend d'affection pour ces anarchistes. Malheureusement, les anarchistes, non seulement c'est un mouvement extrémiste, mais quelquefois ils sont violents. C'est-à-dire qu'à l'époque, fin du XIXe siècle, à l'époque, il y a des anarchistes qui mettent des bombes dans des endroits qui sont des endroits qui représentent la force et le pouvoir. Par exemple, l'Assemblée nationale. Par exemple, le commissariat du quartier, etc. Et alors, il y a des gens qui sont donc pris et qui sont mis en prison. Chez qui? Chez Forzinetti, au Cherche-Midi. Et chaque fois qu'il y en a un qui est pris en prison, bon, Bernard Lazare, il n'a jamais soutenu la violence et le terrorisme. Jamais. Mais malgré tout, il va quand même voir les gens en prison, les anarchistes, en leur disant, écoutez, c'est un petit peu exagéré, là. Et donc, c'est pour ça que Forzinetti, voyant que Bernard Lazare, il défendait même les anarchistes terroristes, alors il se dit, il a peur de rien, ce bonhomme. En plus, il a une belle plume. S'il est convaincu de l'innocence de Dreyfus, sauf que Mathieu, il est en train de réfléchir, il se dit, mais moi, Bernard Lazare et moi, c'est deux mondes. Moi, je suis un bourgeois capitaliste, j'ai plein de fric. Et donc, il me hait. Lui, c'est l'extrême gauche, il ne le supporte pas, on n'est pas de la même classe sociale. Lui, c'est l'anarchiste. Et moi, je suis le bourgeois. Je suis sûr qu'il ne me supporte pas avant même que je lui parle. Et à ce moment-là, Lucie lui dit, Forzinetti dit de voir Bernard Lazare, va voir Bernard Lazare. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il dit, bon, je vais aller le voir. Il va me jeter comme tous les autres. Pire, il va me jeter, pire. Va le voir quand même. Alors, il va voir, il n'ose pas lui téléphoner d'abord, il va le voir directement à la maison, il habite à Paris, 9e arrondissement là-bas, beau quartier sympathique et tout, près de Montmartre, il tape à la porte, et Bernard Lazare lui ouvre, et Mathieu dit, je suis Mathieu Dreyfus. Il n'a pas besoin de dire plus, hein, il dit Mathieu Dreyfus, ouvre le grand, et il s'attend à ce que l'autre lui ferme la porte au nez. Mathieu Dreyfus, bourgeois, réactionnaire, capitaliste. Pas du tout. Le type lui dit, entrez Mathieu, je vous attendais. Et alors, le Mathieu, il rentre, il dit, comment ça, vous m'attendiez? Il dit, c'est vous. Grosse histoire antisémite, cette histoire.
Je la suis de très près. Il dit, comment ça, antisémite? C'est pas antisémite, c'est une erreur judiciaire, lui dit Mathieu. Erreur judiciaire. Mais vous savez que moi, je m'intéresse à l'antisémitisme. Vous n'avez pas lu mon ouvrage, il y a 4 ans, Les causes de l'antisémitisme. Gros pavé. Non, j'ai jamais lu ça, je ne savais pas que vous vous intéressiez à ça. Mais si, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, dans ce qui se passe avec votre frère, on voit toutes les ficelles du gros antisémitisme. Mais c'est comme les Juifs accusés d'avoir empoisonné les puits pendant le Moyen-Âge. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'empoisonner les puits, on empoisonne les esprits. Mais c'est ça, c'est l'antisémitisme. Il dit, écoutez, je ne pense pas, je pense que vous faites l'erreur, c'est pas l'antisémitisme. De toute façon, même si ça en est, ça ne serait pas intelligent de mettre ça sur la table. En fait, je vais vous dire, je suis venu vous chercher pour vous demander si vous êtes prêt. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation et que vous avez peur de personne. Est-ce que vous êtes prêt à travailler pour moi pour chercher la vérité sur l'affaire Dreyfus? Il dit, je suis prêt. Je peux même travailler uniquement pour vous si vous voulez. Parce que, pour dire franchement, les anarchistes, ils ne payent pas grand-chose. Et vous payez combien, vous? Il dit, mais moi, je vous paye ce que vous voulez. Combien vous gagnez? Ne me dites pas. 3 fois plus, je vous donne. Ben c'est parfait, on commence aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, Bernard Lazare devient l'employé de Mathieu Dreyfus, figurez-vous. Il va travailler pour essayer de trouver. Alors, il va voir tout le monde. Il va voir les 3 juges, il va voir les gens qui ont comparu, etc. Il essaie de se faire une petite idée. Et comme il est intuitif, et comme il a mis le doigt depuis le début sur le truc, il est en train. D'abord, il est persuadé qu'on leur a refilé les trucs pendant le délibéré. Ils ne croient pas du tout en la justice, c'est un anarchiste, ils ne croient pas du tout en la justice, donc ils sont tous des pourris, donc certainement ils ont eu un truc, vous ne pensez quand même pas qu'ils ont reçu des... Si, ils ont reçu, je vous le dis moi, ils ont reçu. Alors il commence à écrire, il dit je voulais écrire moi ce qui s'est passé. Il écrit un truc qui s'appelle La vérité sur l'affaire Dreyfus. Et quand il lui donne ça à lire, Mathieu lui dit écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça peut pas, on peut publier ça, on sort un truc comme ça, personne ne va nous croire, laissez tomber. Il dit comme vous voulez, vous me dites quand vous voulez publier, vous me dites. Et pendant ce temps, je continue. Et donc lui il continue à chercher, Mathieu il continue, les mois passent, les années passent, et le pauvre Alfred il est en train de pourrir en prison, et ça aurait pu durer comme ça très longtemps. Ça fait 2 ans qu'il est en tôle, et il n'y a rien qui se passe. On a l'impression que cette affaire va finir par être oubliée par tout le monde, et puis il se passe quelque chose qui va finalement révolutionner toute l'affaire, mais ça ne concerne ni Mathieu, ni Lazare, ni Forzinetti. C'est un truc qui se passe en coulisses dans l'armée même, et c'est ça qui va faire tout rebondir. Et ça, je vous raconterai.